Voici notre protagoniste, Déchet. Il a un père qui était astronaute mais qui est décédé il n'y a pas longtemps, il est donc maintenant sous la tutelle d'un des collègues de son père. Lors d'une réunion parents-professeurs à l'école, le professeur a mentionné que Déchet avait récemment, il a négligé ses études. La raison, cependant, était que Déchet n'était pas intéressé par les connaissances scolaires, mais voulait seulement, pour en apprendre davantage sur les choses qui l'intriguaient. Lorsque le professeur a demandé si Déchet voulait poursuivre une carrière comme celle de son père, les tuteurs, il a déclaré que le père de Déchet n'avait rien à voir avec son avenir. Après la réunion, Déchet est allé jouer dans un magasin de jeux, où il a rencontré un camarade de classe. Ce camarade de classe a révélé que sa famille était propriétaire du magasin et a ensuite invité Déchet chez lui. Maison, où deux autres camarades de classe étaient également présents. Ils avaient prévu d'inviter Déchet à visiter une villa, mais il a refusé. Plus tard, Déchet a été surpris de voir un reportage à la télévision sur un arc-en-ciel circulaire qui, cela lui a rappelé des souvenirs qui l'ont poussé à partir. Il y a des années, Déchet s'était aventuré dans une zone restreinte, où il avait rencontré un autre garçon. Le garçon a posé des questions sur le collier de Déchet, et Déchet a expliqué que c'était un cadeau de son père. Le lendemain, Déchet se rendit à l'endroit où il avait vu pour la première fois l'arc-en-ciel circulaire. En se rappelant cette fois, lorsque Déchet a escaladé la clôture pour rencontrer le garçon, celui-ci a démontré sa capacité à sauter d'un endroit élevé sans rien ressentir. Déchet a décidé de parier son collier dans un défi, qu'il a perdu, déterminé à le récupérer. Le collier. Déchet a surpris le garçon en utilisant un boomerang et a réussi à le récupérer. À la fin de la journée, le garçon s'est présenté comme TP et a demandé à Déchet s'il voulait voir une autre surprise. C'est TP qui a montré pour la première fois à Déchet l'arc-en-ciel circulaire. Déchet s'est rendu sur la tombe de son père et y a rencontré l'un de ses anciens collègues. Il a demandé à l'homme si son père était vraiment mort. L'homme se souvient de la façon dont le père de Déchet s'était lancé dans l'espace pour protéger la Terre d'une catastrophe. Déchet est ensuite retourné à l'endroit où il avait rencontré TP pour la première fois. À cette époque, c'était 3 mois avant la mort de son père. TP a conduit Déchet au plus profond de la zone restreinte, le convainquant qu'il y avait quelque chose de fascinant à l'intérieur. Après un long voyage, ils rencontrèrent une fille qui ne s'était jamais réveillée jusqu'à ce que Déchet accidentellement, je l'ai touchée. Il a remarqué qu'elle portait quelque chose sur sa main. Alors qu'ils essayaient de la faire sortir, tous les trois furent attrapés, et ce fut la dernière fois que Déchet, j'ai vu TP. Déchet se retrouve alors, de manière inattendue, en mesure de pénétrer à nouveau dans la zone. Il suivit le chemin que TP lui avait montré, mais se retrouva dans un endroit inconnu et pensa, il était perdu. Soudain, une fille apparut et le guida plus loin. Pendant ce temps, dans l'espace, un robot est apparu de manière inattendue pour attaquer la Terre. La station spatiale où travaillait autrefois le père de Déchet a rapidement déployé des satellites pour intercepter. Au même moment, Déchet a été emmené dans la partie la plus profonde de la zone restreinte, où la fille lui montra le robot qui s'approchait pour détruire la Terre. Déterminé à l'arrêter, Déchet a soudainement vu une arme apparaître dans sa main. Il a ensuite été transporté vers une rampe de lancement, où il a rencontré un scientifique qui lui a demandé s'il était le capitaine. Déchet n'était pas sûr, mais son désir de sauver la Terre résonnait avec l'arme dans sa main. De retour à la station spatiale, on a découvert que d'autres stations spatiales étaient arrivées de manière inattendue, fonctionnant de manière autonome, lançant une fusée sans aucune commande. Une fusée lancée depuis la Terre s'est ensuite divisée en un petit robot, qui a volé vers 3 stations spatiales, fusionnant avec des composants à chacun pour former un robot géant. Le collègue du père de Déchet, réalisant que TP était toujours là, s'est demandé qui pilotait le robot. À sa grande surprise, lorsqu'il l'a contacté, Déchet était à l'intérieur. Soudain, quelqu'un d'autre a contacté Déchet, l'informant de la situation actuelle. C'était simple, il était au milieu d'un champ de bataille, et si l'ennemi atteignait la Terre, le monde entier serait condamné. Le robot que Déchet pilotait était actuellement alimenté par le pistolet qu'il tenait plus tôt. Voyant que Déchet ne semblait pas savoir comment piloter un robot, une fille qu'il avait contactée lui a donné des instructions. Lui de tenir fermement le pistolet et de fournir de l'énergie, laissant le reste à elle. Cependant, viser indirectement comme cela était difficile, et l'ennemi continuait à esquiver, ce qui incitait elle. La fille doit s'excuser à l'avance au cas où Déchet perdrait la vie. Sans vouloir mourir, Déchet a continuellement injecté de l'énergie dans le pistolet. Le robot s'est soudainement précipité vers l'ennemi et s'est suffisamment rapproché, permettant à la fille de tirer à bout portant, détruisant l'ennemi. Malgré la victoire, le robot a subi des dommages importants. Le scientifique a informé le commandant que la fille qui avait aidé à contrôler le robot était quelqu'un qu'il voulait présenter, promettant de l'amener bientôt à la base. Pendant ce temps, Déchet et le robot retombaient sur Terre. Déchet a réussi à atterrir en toute sécurité dans la forme plus petite du robot et a été récupéré par le commandant, qui l'a emmené pour un examen complet. Déchet s'est avéré être en bonne santé physique, mais son arme lui a été confisquée et placée en lieu sûr ailleurs.
Le commandant a ensuite expliqué que cette organisation, considérée publiquement comme une organisation vouée à la paix, l'exploration et le développement de l'espace était en réalité une force de défense contre les envahisseurs extraterrestres. En faisant visiter les installations à déchets, le commandant a découvert que des membres des forces de sécurité étaient arrivés, et forçaient Déchet et la fille que Déchet avait précédemment sauvée à porter des appareils qui les contrôlaient. Déchet courut vers TP et lui suggéra de jouer au boomerang ensemble, mais avant qu'il ne puisse le faire, pour aller loin, TP et la fille ont tous deux été victimes de graves maux de tête causés par les appareils. L'agent de sécurité les avait mis. L'officier a ensuite arrêté TP et la jeune fille. Pendant ce temps, le scientifique a expliqué la nature du canon de Déchet, qui pouvait générer de l'énergie, mais on soupçonnait qu'il s'agissait d'un organisme vivant doté de sa propre volonté, car tout le monde ne pouvait pas l'activer. Il a été révélé que les attaquants qui pilotaient le robot menaçant la Terre étaient en réalité liés à une société sur Terre. Cette société avait fourni de la technologie à deux individus qui se faisaient appeler les engrenages du monde. Ces deux-là avaient projeté leur conscience dans l'espace pour créer des robots destinés à attaquer la Terre. Le président de la société avait un compagnon IA et un plan pour conquérir le monde, permettant uniquement ce qu'il a choisi pour survivre dans le nouveau monde qu'il avait imaginé. Déchet, désormais emprisonné, a rencontré à nouveau le scientifique. Se présentant comme Peter, le scientifique voulait parler de l'arme. Peter a expliqué que l'arme de Déchet était la deuxième à apparaître, la première ayant été apportée par la fille nommée Anna. Cependant, Anna ne pouvait pas l'utiliser elle-même, alors TP avait été entraîné à le manier à la place. Déchet a demandé pourquoi TP et Anna semblaient souffrir la veille, et pourquoi les agents de sécurité. L'officier a révélé qu'ils étaient surveillés et contrôlés via des appareils à ultrasons, des ondes provenant d'une tour voisine affectant les appareils s'ils résistaient. L'officier a ajouté que Déchet devrait probablement en porter un bientôt. Lorsque Déchet a demandé où se trouvait son arme, l'officier a déclaré qu'elle n'était plus la sienne. Il a ensuite été révélé que le père de Déchet avait contribué à la création du robot. Déchet avait piloté, ce qui a conduit certains à croire que c'était le destin de Déchet d'être choisi pour Déchet a soudainement couru vers la plage, déclenchant l'alarme sur son casque. Il leva la main pour invoquer son arme et tira sur la tour émettrice de signaux, libérant TP et Anna. Cependant, l'agent désagréable a essayé de retenir Anna à nouveau, forçant l'écureuil de Anna à sauter sur son visage, lui permettant de s'échapper. Ils ont ensuite tous les trois joué au boomerang ensemble sur la plage. TP a demandé pourquoi Déchet était revenu, ce à quoi il a répondu qu'il était revenu pour accomplir sa mission. Promesse de montrer Anna, le boomerang, et de redécouvrir ses propres sentiments dans ce lieu. Cependant, le lendemain, tous les trois ont été arrêtés et conduits à la salle de commandement. L'agent désagréable a révélé qu'il venait d'être autorisé à utiliser les appareils de contrôle sur eux, mais le commandant a déclaré que ces appareils seraient supprimés à la base, comme c'était lui qui était responsable là-bas. L'officier n'a pas réagi et est parti en colère. Pendant ce temps, Peter présenta à la base la personne dont il avait parlé plus tôt. Après la surprise du commandant, c'était Akari, sa propre fille. Elle vivait avec sa mère depuis que le commandant et sa femme avaient divorcé, et maintenant sa mère, agissant en tant que gouverneur de la station spatiale. TP réalisa qu'Akari était le navigateur qui l'avait aidé au combat auparavant. Akari, une hackeuse expérimentée, a expliqué que son expertise venait du fait d'être laissée seule à la maison, souvent pendant que ses parents étaient occupés. Il y a 3 ans, le commandant avait promis d'assister à son anniversaire, mais il a fini par oublier, à cause du travail, laissant Akari seule. Le commandant a ensuite emmené TP et Anna faire du shopping, s'excusant de ne pas pouvoir, pour les faire sortir de la base plus tôt. Il s'est engagé à prendre la responsabilité d'eux et de Deiche, décidant qu'ils seraient tous restés chez lui à partir de maintenant. Pendant qu'il rangeait la maison, Deiche a préparé du curry pour tout le monde pour le dîner. Le commandant leur a rappelé de faire attention les uns aux autres puisqu'ils vivaient désormais ensemble. Soudain, Anna, vêtue de rien, courut demander de l'aide pour la salle de bain, car c'était différent de celui de la base. Les 3 hommes détournèrent rapidement le regard. Cette nuit-là, Anna est restée dans la même chambre qu'Akari. L'écureuil de Anna est revenu de manière inattendue et Akari s'est souvenu de l'avoir vu plus tôt dans la journée à un sanctuaire. Pendant ce temps, Deiche et TP étaient assis sur le balcon et observaient les étoiles. Deiche a réfléchi à la façon dont, il y a à peine 2 jours, il était perdu quant à son avenir, et pourtant, ici, c'était maintenant. Il a demandé à TP de lui montrer à nouveau l'arc-en-ciel circulaire, et TP a accepté. TP a alors demandé si Deiche n'avait pas peur de lui, mais s'est rendu compte que Deiche n'avait pas peur de lui. Depuis leur première rencontre, TP a admis qu'il avait été intrigué par l'arme de Deiche et lui a rendu un bracelet. Ailleurs, l'officier désagréable a contacté une faction inconnue, qui lui a ordonné de contrôler Anna et éliminer Deiche. Pendant ce temps, au sein de l'entreprise, le deuxième engrenage du monde commençait son mouvement.
Il connaissait l'arme de Daichi et soupçonnait les humains d'utiliser une princesse, apparemment, faisant référence à Anna. Quoi qu'il en soit, la silhouette aux cheveux bleus s'est lancée dans l'espace. La salle de commandement a reçu une alerte et l'officier désagréable a reconnu l'ennemi comme celui qui avait tué le père de Daichi. Daichi, chargé de rédiger un rapport sur l'obtention de l'arme, ne savait pas quoi faire. Écrire. Soudain, l'officier s'est approché de Daichi pour l'informer que l'ennemi qui attaquait maintenant était celui responsable de la mort de son père. Le commandant, choqué que l'ennemi présumé mort par le père de Daichi il y a des années, est de retour, il ne voulait pas que Daichi soit impliqué dans le combat. Malgré cela, Daichi monta à bord d'une fusée et se lança dans la bataille. Le commandant, ignorant comment Daichi avait obtenu l'autorisation, a confronté l'officier, qui a admis. Il l'a autorisé. Le gouverneur a demandé pourquoi Daichi avait été envoyé, soulignant que le robot, l'armure n'avait pas été entretenue. C'était exactement ce que l'officier avait prévu. Le commandant a ensuite interdit aux forces de sécurité de pénétrer dans les zones sécurisées sans son directif. Pendant ce temps, Anna, ayant entendu la nouvelle par l'intermédiaire de son écureuil, attrapa TP et partit. Akari a piraté les satellites pour aider Daichi, en remarquant nonchalamment que cela, ce n'était rien comparé à son infiltration dans la SR Force l'année dernière. Anna a simultanément transféré de l'énergie dans une mystérieuse machine pendant que l'ennemi détruisait les satellites un par un. Daichi a demandé au commandant si cet ennemi était vraiment celui qui avait tué son père. Daichi a ensuite affronté l'ennemi, qui a habilement esquivé les balles de Daichi et l'a assommé. Loin, alors que l'ennemi chargeait pour une autre attaque, un nouveau robot est apparu. L'ennemi a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un allié, mais a été choqué lorsque le robot l'a frappé directement. Anna a révélé à tout le monde que le nouveau robot était de leur côté. Le robot a ensuite créé un arc-en-ciel circulaire, ce qui a amené Daichi à réaliser qu'il s'agissait de TP. Le commandant se rendit dans le cockpit de TP, perplexe quant à la façon dont la machine auparavant inactive était maintenant opérationnelle. Peter a supposé que c'était l'œuvre d'Anna, tandis qu'Akari a attribué leur victoire à une intervention divine. Après la bataille, l'ennemi aux cheveux bleus était déconcerté par ce qu'il percevait comme une trahison de la part de un allié présumé. Le lendemain, Daichi et Akari s'inquiétaient du sort de Anna et TP. Akari a tenté une cascade étrange pour remonter le moral de Daichi et a décidé qu'il devrait se faufiler dans le best-à-voix. Pendant ce temps, Anna a subi un examen complet, confirmant qu'elle était celle qui activait la machine. TP a également été soumis à des tests sur ses fonctions cérébrales et sa santé mentale. Peter a informé TP que le robot qu'il pilotait avait été acquis auprès de la société ennemie lorsqu'ils ont trouvé et amené TP à la base. Jusqu'à la veille, il n'avait aucune idée que cela pouvait fonctionner. La société a publiquement affirmé que la machine était un système d'armes à interface humaine, mais maintenant, j'ai réalisé qu'il avait un but plus grand. Peter a révélé que TP ne contrôlait pas le robot, il était son âme. TP, qui était jusqu'à récemment un garçon ordinaire, a commencé à présenter un comportement inhabituel. Peter voulait étudier ces changements plus en détail. Le commandant a décidé de garder ce secret pour le reste de la base jusqu'à ce que des recherches plus approfondies puissent être menées, bien qu'il ait reconnu que la situation dépassait son autorité. Alors que certains se demandaient si TP pourrait les trahir, le commandant a soutenu que TP avait sauvé Daichi, et pourrait être considéré comme un allié pour le moment. TP, cependant, se sentait dégoûté de lui-même pour ressembler à l'ennemi contre lequel il se battait. Un engrenage du monde. Pendant ce temps, deux rouages du monde se sont infiltrés sur l'île déguisés en vendeurs de crêpes. Daichi et Akari leur ont acheté des crêpes, mais l'écureuil d'Anna s'est montré méfiant à l'égard de leur camion. Plus tard, Daichi et Akari entrèrent dans la base, apprenant que Anna était dans le service médical. Akari a fouiné et a découvert que TP était dans la salle d'interrogatoire. Le commandant a permis à Daichi de lui rendre visite. Dans la pièce, TP a créé un arc-en-ciel dans sa main. Il a avoué que s'il était fier de cette capacité lorsqu'il était enfant, il la reconnaissait désormais. Cela me semblait anormal et j'évitais de le faire devant les autres. TP a admis qu'il avait l'impression de ne plus être la même personne qu'avant, mais Daichi l'a rassuré. Lui de rester fidèle à lui-même actuel. Daichi a rendu le bracelet à TP en guise de remerciement pour lui avoir sauvé la vie. Pendant ce temps, les deux engrenages du monde déguisé ont accédé à la base, trompant la sécurité à la porte et les caméras de surveillance. Ils ont infiltré la salle de contrôle des caméras et piraté les systèmes de l'organisation. Akari et la base ont rapidement détecté la brèche, réalisant que les intrus ciblaient Daichi. Le commandant, accompagné de deux subordonnés, se mit à sa recherche. Mais en réalité, les deux infiltrés étaient à la poursuite de TP. Confrontés à lui, ils ont reconnu son ancienne identité, que TP avait abandonnée. Ils lui demandèrent pourquoi il était intervenu lors de la bataille précédente et s'il avait l'intention de les trahir. Le commandant et ses troupes sont arrivés, exigeant de savoir qui étaient les intrus. TP les a reconnus comme étant les vendeurs de monstres. Amrock, l'homme aux cheveux bleus, et Malkin, la femme,
se sont révélés être des engrenages planétaires. Ils se préparaient à se battre jusqu'au bout, mais Akari reprit le contrôle du système, forçant-le. Deux d'entre eux doivent se retirer vers leur robot cachés dans leur véhicule. Le commandant et ses troupes les poursuivirent. Amrock a activé le robot, semant le chaos dans les environs. Malgré l'armement lourd, les soldats n'ont pas pu arrêter la destruction. TP intervint, prêt à se rendre à eux. Cependant, Deiche est arrivé, refusant de laisser TP partir et a tiré son arme énergétique sur Amrock. Robot, l'endommageant. Surpris par l'arme inconnue, Amrock ordonna à Malkin de battre en retraite. Bien que TP soit resté avec les humains, Amrock restait confiant que TP ne les trahirait pas, car la sensation de revenir à sa véritable forme dans l'espace était inoubliable. Le commandant ne connaissait pas toute la vérité sur ses ennemis, mais comprenait qu'ils constituaient une grave menace. Si leur robot atteignait la Terre, l'humanité serait condamnée. De retour à la salle de contrôle, il découvrit qu'Akari avait restauré le système. Lorsqu'il lui demanda où elle était, il apprit qu'elle était déjà repartie. Il a ensuite demandé à Peter ce qu'il pensait de leur jeune génération. Pierre était sans voix. Le lendemain, le médecin a recommandé à Deiche de rester à l'infirmerie pour des tests supplémentaires. Bien que Deiche se sente bien, Anna insiste pour qu'il se soumette à un contrôle approfondi. Le médecin fut convoqué par le commandant, laissant TP le rencontrer. TP sentait qu'être avec ses amis comme avant était désormais un rêve lointain. Anna se reprochait la situation actuelle de TP, mais il la rassura en lui disant que ce n'était pas sa faute. Il craignait de devenir l'ennemi de ses amis bien-aimés et craignait de perdre le contrôle la prochaine fois. Il est temps qu'il se transforme en sa forme robotique. Lorsque TP a rencontré le commandant, une mission top secrète lui a été confiée. Rendez-vous à la station spatiale du gouverneur pour récupérer un prisonnier nommé IG, qui était également une cible de l'ennemi. Le matériel génétique d'IG avait été utilisé pour créer TP, faisant de lui, en substance, le père de TP. Père, il devait sécuriser IG avant que l'ennemi ne le fasse, car ses gènes uniques détenaient des informations vitales. Importance. TP était assuré qu'il n'aurait pas besoin de se transformer pour cette mission et qu'il pourrait la mener à bien confortablement. Akari l'a accompagné dans l'espace, servant de couverture au fait qu'elle rendait visite à sa mère, le gouverneur de la station. À son arrivée à la station spatiale, TP a remarqué une activité inhabituelle dans la zone d'atterrissage. En rencontrant la mère d'Akari, il a discrètement interrogé le personnel sur un autre navire qui venait d'arriver. Il a appris qu'il s'agissait d'un navire de ravitaillement. TP et Akari ont alors commencé leur mission secrète pour localiser IG. Akari a remarqué des signes d'infiltration ennemie et en ont déduit qu'ils étaient également après IG, réalisant que cela leur donnait l'avantage à frapper en premier. Ils ont localisé la chambre cryogénique abritant IG. TP a été surpris par l'apparence jeune d'IG. Akari a averti que les infiltrés se rapprochaient, les incitant à planifier une évasion. TP a décidé de réveiller IG et de s'enfuir par une sortie de secours. Lorsqu'il s'est réveillé, IG a immédiatement reconnu TP car il avait choisi le nom de TP. Conscient du danger, IG a accepté de coopérer. Le trio a ouvert la sortie de secours et s'est préparé à s'échapper. Lorsque les infiltrés ont trouvé la trappe ouverte, ils ont réalisé que leur cible s'était échappée, et poursuivi par le même chemin. Cependant, le trio s'était caché dans des chambres cryogéniques séparées pour tromper l'ennemi. Une fois la côte dégagée, ils commencèrent leur véritable fuite. IG se considérait comme le père de TP, mais TP rejetait cette idée, car il ne se sentait pas. Il avait un vrai père. Alors qu'ils s'enfuyaient, un infiltré leur a tendu une embuscade. IG a élaboré un plan. Il a largué 3 combinaisons d'astronautes, les laissant dériver. L'infiltré a supposé qu'ils étaient vides et a tiré sur eux. Cependant, IG s'était caché dans un costume et avait lancé une attaque surprise, donnant. Offrez-vous la possibilité de maîtriser l'ennemi avec une fléchette tranquillisante. Il a quand même réussi à tirer un coup de feu, alors IG a protégé TP, après quoi Akari l'a bandé. En haut, IG a trouvé un moyen de leur permettre de s'échapper avant que les infiltrés ne les rattrapent. Ils utiliseraient les explosifs plastiques apportés par l'ennemi pour faire sauter une porte. Les 3 hommes se sont échappés à travers une cloison et ont atteint la baie d'amarrage, mais la zone était sous haute surveillance. Bien qu'IG ait eu un plan pour s'échapper, TP n'était pas disposé à l'accepter comme père. Saisissant l'instant, IG a serré TP dans ses bras, lui a arraché le pistolet paralysant et l'a utilisé pour le frapper. Dehors, IG a décidé d'y aller seul, sachant que les infiltrés étaient des professionnels qui cibleraient davantage TP, intensément s'ils étaient ensemble. En se séparant, IG espérait détourner leur attention sur lui, assurant ainsi la sécurité de TP. Il soupçonnait que quelqu'un avait orchestré l'arrivée de TP pour le rencontrer sous le couvert d'une mission. Le commandant a révélé plus tard que l'IG avait commis une agression à cause de TP, ce qu'il n'avait pas fait. Je veux que TP devienne une expérience. Maintenant, IG avait été capturé par les infiltrés, tout cela pour protéger TP. TP et Akari sont revenus et se sont excusés auprès de la mère d'Akari pour avoir menti sur leur mission. Sur le chemin du retour,
TP remarqua le lien étroit entre Akari et sa mère, et Akari compara. Il s'agit de la relation entre IG et TP. Cependant, TP était réticent à accepter cette comparaison. De retour à la base, le commandant a révélé que le groupe détenant IG travaillait sous la sécurité forcée. Interrogés, ils ont éludé toute responsabilité. TP pensait que la mission était un échec, mais le commandant a expliqué que l'IG s'était échappé à l'atterrissage, faisant de la mission un succès partiel. Le lendemain, le gouverneur a appelé le commandant pour s'enquérir du sort d'IG, qui était toujours porté disparu. Il a souligné l'importance de le retrouver rapidement, car les plans de leur organisation impliquent. IG ne pouvait pas être mis en danger. Akari a entendu cette conversation et ils lui ont révélé le secret de l'organisation, projet visant à assurer la survie de l'humanité face aux catastrophes imminentes. Cette information était classifiée et il était interdit à Akari de la partager. Le gouverneur a noté que le robot de TP est resté à la dérive dans l'espace, immobile, et a décidé de ne pas prendre des mesures pour le moment. Pendant ce temps, Dee a continué sa formation au pilotage de robots, s'adaptant rapidement grâce à son expérience avec des jeux vidéo similaires, bien que ses performances soient nettement inférieures à celles de TP. TP voulait s'entraîner davantage, mais s'est arrêté lorsqu'Anna a exprimé son inquiétude. Du côté des entreprises, le plan du président a été dévoilé. Des individus sélectionnés quitteraient la Terre. Alors que la population restante serait exterminée par des robots, les robots quitteraient ensuite le système solaire, n'ayant aucune raison de s'attarder. Le commandant est retourné sur l'île pour visiter la tombe du père de Dee et a rencontré Dee, gardien là-bas. Dee a parlé avec Anna et lui a demandé quels mots elle avait prononcés lors de leur première rencontre. Anna a expliqué qu'elle avait été créée par les engrenages planétaires pour manier le pistolet spécial, mais a été jetée lorsqu'elle n'a pas réussi à l'utiliser. Laissée dans un endroit sombre et désolé, elle a finalement été sauvée par un Dee léger. TP a confié à Akari la véritable nature des engrenages planétaires. Ils ont été créés à partir de la matière du cube, qui contenait des âmes cristallisées. Tant que le cube restait intact, les engrenages planétaires étaient presque immortels. Cependant, TP n'aimait pas être l'un d'entre eux, car atteindre leur objectif ne les laissait rien. Mais le vide. Il se demandait si l'immortalité était un bonheur éternel ou simplement une prison. Incapable de répondre, Akari alla chercher quelque chose à manger. Pendant ce temps, le président de la société a révélé que son bureau était protégé par une sécurité biométrique, permettant seulement à lui d'entrer. Cependant, Amorok et Malkin ont facilement réussi à pirater son ordinateur intelligent. Le couple a conspiré avec l'ordinateur pour tromper le président, qui était tellement concentré sur ses objectifs, qu'il ignorait toujours leur véritable identité. Les deux hommes ont alors contacté leur superviseur, l'exhortant à accélérer le plan de capture de Anna. Dans le même temps, Dee a retrouvé son tuteur, également son oncle, et a demandé la permission de le commandant pour lui parler en privé. Au début, son oncle pensait que Dee passait simplement ses vacances d'été à voyager. Cependant, il a été choqué d'apprendre que Dee avait rejoint une organisation gouvernementale et était engagé dans des missions dangereuses malgré leur âge mineur. Il était reconnaissant envers son oncle de toujours penser à lui, mais il avait des responsabilités à assumer. Pendant ce temps, Anna avait l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Soudain, le surveillant est apparu et a pointé une arme sur elle. Son écureuil s'est enfui pour alerter le Dee. En remarquant le comportement étrange de l'écureuil, Dee l'a suivi et a trouvé le surveillant menaçant. Anna tente de l'emmener. L'oncle du Dee est également arrivé et lui a dit de reculer parce que l'homme avait une arme. Mais Dee a demandé à son oncle de se retirer à la place. Dee a sorti son pistolet à énergie, mais le surveillant l'a raillé, affirmant qu'il n'avait pas le courage. Tué, Dee a rétracté l'arme et a lancé son boomerang, que le surveillant a esquivé, sans s'en rendre compte, reviendrait en arrière et le frapperait à la tête, le faisant tomber à l'eau. L'homme a ensuite été capturé. L'oncle du Dee a décidé de le laisser sous la supervision du commandant, reconnaissant ainsi le Dee. Croissance et une détermination retrouvée. Cette nuit-là, le commandant a montré à son assistant ce qui était arrivé à la lune de la Terre du destin. Je le partagerai si les robots de l'engrenage planétaire l'atteignaient. Quiconque s'approcherait de leur robot verrait sa force vitale épuisée. Cependant, le pistolet protecteur de Dee faisait de lui le seul capable de les combattre. Le commandant se sentait impuissant, car leur situation actuelle semblait presque désespérée. Pendant ce temps, le président de l'entreprise plaignait l'organisation des protagonistes, car ils étaient ignorant que l'IA elle-même était celle qui choisissait qui habiterait le nouveau monde. Amorok et Malkin, cependant, plaignaient le président, qui ignorait qu'il était un étant utilisé. L'assistant du commandant a découvert un centre de recherche datant d'il y a 10 ans, qui était une filiale de Macbeth Corporation, les antagonistes. Ces révélations, Amorok et Malkin étaient impliqués. L'établissement a expérimenté sur des enfants pour créer des appareils compatibles avec les machines, qui étaient désormais les robots spatiaux. Après un incident, tous les enfants ont disparu sauf TP. L'activation du robot indiquait que le plan de la Macbeth Corporation était sur le point d'être achevé. Selon TP,
les engrenages planétaires collectaient l'énergie de la Terre pour redémarrer le vaisseau mère en sommeil près d'Uranus. C'était un scénario catastrophique. Si cela est confirmé par les forces de sécurité, ils bombarderaient probablement la Macbeth Corporation et accuseraient des terroristes pour éviter la panique publique. Le gouvernement était déterminé à garder le désastre imminent secret, croyant que le public, la connaissance ne mènerait qu'au chaos. Pendant ce temps, le groupe de Daiichi mangeait de la pastèque avec désinvolture. TP chérissait ce moment de paix, notant que si même un seul ennemi atteignait la Terre, il drainait toute son énergie. Akari le rassura, croyant que sa présence signifiait qu'il n'avait rien à craindre. TP, cependant, doutait de son contrôle s'il revenait à sa forme de robot et les avertit de ne pas de placer trop d'espoir en lui. Daiichi a encouragé le groupe à rester optimiste et à regarder vers l'avenir. Soudain, l'écureuil de Hana a commencé à paniquer. Le groupe a signalé cela au commandant, qui a été informé par Hana que l'écureuil était les avertissant d'une autre attaque ennemie imminente. Elle a localisé l'emplacement de l'ennemi et a prédit qu'il activerait la machine et lancerait dans l'espace. Cette nuit-là même, Daiichi était déjà monté à bord de la fusée, se préparant au lancement. Le commandant a tenté d'interdire à Daiichi d'aller au combat, citant ses expériences de mort imminente. Mais Daiichi a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser le monde sombrer dans le danger. Le commandant, voyant la ressemblance de Daiichi avec son père, ne trouva aucun moyen de l'arrêter. Lui, cette nuit-là, Malcolm s'est lancé dans l'espace pour attaquer, et le commandant a été étonné par la précision prophétique de Hana. Hana a réaffirmé sa confiance en son écureuil, affirmant qu'il ne lui avait jamais menti auparavant. Daiichi a été autorisé à décoller et est monté dans l'espace. Sautant le processus de transformation, il a rapidement engagé l'ennemi et a ouvert le feu. Malcolm a habilement esquivé les coups, et juste à ce moment-là, Amorok est apparu pour rejoindre la bataille. Hana, sentant la situation, appela TP pour l'accompagner. TP, cependant, était paralysé par la peur que revenir à sa forme de robot le priverait de son pouvoir, son humanité. Bakary s'approcha de lui et le gifla, le sortant de son hésitation. Elle a exigé que TP revienne vivant comme promis, afin qu'ils puissent manger de la pastèque ensemble. Résolu, TP accepta et partit avec Hana. Pendant ce temps, l'entrée d'Amorok dans la mêlée a désavantagé Daiichi. Amorok a réussi à couper l'un des bras de Daiichi, le laissant vulnérable. Malcolm a lancé des attaques à distance continue tandis qu'Amorok l'a attaqué au corps à corps, laissant Daiichi n'a pas de place pour se défendre. Lorsque Daiichi a tenté de prendre de la distance, ils l'ont bloqué des deux côtés. Au moment critique, TP est arrivé à l'improviste. Les deux avaient prévu de se séparer pour faire face aux menaces, mais Amorok a attrapé Daiichi et l'a enfermé, le mettant sur place, ordonnant à Malcolm de tirer à travers eux deux. Pour les engrenages planétaires, la survie ne dépendait que du noyau cubique intact, mais Daiichi était « je ne les aime pas ». Malcolm commença à charger une flèche massive, menaçant de les percer tous les deux. TP a dû prendre une décision rapide. Il a sorti le noyau cubique d'Amorok et l'a utilisé pour bloquer la flèche. L'explosion qui en résulta brisa Malcolm, la forçant à battre en retraite. Daiichi, libéré, réussit à repousser Amorok, mais trouva ses propulseurs endommagés, le laissant dans le mobile. À ce moment, Akari a tiré un satellite en position pour propulser Daiichi vers l'avant. Elle a fait exploser plusieurs roquettes pour accélérer son élan, lui permettant de vaincre Amorok d'un seul coup. Avec leurs machines endommagées, Amorok et Malcolm étaient tous deux furieux contre TP pour avoir officiellement les trahir. Le groupe a sauvé TP, désormais pleinement humain et dépouillé de ses pouvoirs spéciaux. Dans ses mains se trouvait une autre arme. Le commandant a ensuite contacté son ex-femme, l'informant de son intention de nommer Akari en tant que membre officiel de leur organisation. Le gouverneur, remarquant un nouvel espoir chez le commandant, accepta de le soutenir. Le commandant a ensuite rencontré le groupe de Daiichi, qui avait été équipé de ses propres uniformes. TP a exprimé son étonnement devant la victoire en solo de Daiichi sur Amorok, entraînant le retour de l'anneau de Daiichi. Le commandant a annoncé que tous les quatre étaient désormais des membres combattants officiels de l'organisation, et Daiichi servirait de chef d'équipe. Cela a stupéfié Daiichi, qui ne savait pas comment diriger, mais Hana a suggéré qu'il mange d'abord pastèque comme prévu. Pendant ce temps, le président de l'Antagonistic Corporation a montré des signes de malaise à l'égard de Malcolm, et l'échec d'Amorok et ses actions non autorisées. Cependant, Lia l'a rassuré en lui disant que tout restait sous contrôle. Amorok et Malcolm ont renvoyé leurs machines endommagées à l'équipe technique pour réparation. Les techniciens ont déterminé que la consommation électrique excessive avait provoqué un court-circuit dans les systèmes. Circuit, nécessitant 2 semaines de réparation. Comme les autres machines à engrenages planétaires n'étaient pas affectées, Malcolm et Amorok décidèrent, pour retrouver des visages familiers pour les aider. Le groupe de Daiichi est monté à bord d'un bateau vers une autre ville, comme Hana et son écureuil l'avaient prédit. Une présence énergétique significative à cet endroit, suggérant une forte probabilité d'apparition d'un ennemi.
En analysant la machine pilotée par TP, Peter a découvert qu'elle n'était compatible qu'avec TP et inadaptée pour une utilisation continue. Cela a temporairement assuré qu'Amorok et Malcolm n'attaqueraient pas, car ils devaient se concentrer sur la localisation des 5 engrenages planétaires restants. TP a révélé qu'il y en avait 8 au total, dont la plupart avaient perdu la mémoire d'avoir été les engrenages planétaires. Cependant, la proximité d'un autre engrenage pourrait restaurer leurs souvenirs. TP a également réalisé qu'Amorok et Malcolm avaient la capacité de localiser d'autres engrenages planétaires. Depuis que TP avait perdu ses pouvoirs basés sur le cube, il ne pouvait plus les ressentir lui-même. En conséquence, le commandant a assigné au groupe la mission de trouver et d'empêcher d'autres engrenages de retrouver leur mémoire. Une fois les préparatifs terminés, y compris leur tenue, l'assistant du commandant a informé, leur indiquant un emplacement potentiel où Amorok et Malcolm pourraient stocker leur machine transformatrice. Ce soir, cependant, Akari semblait indifférent à la mission, se concentrant plutôt sur la recherche de divertissement, des endroits à visiter, ce qui a irrité l'assistant. Le groupe s'est dirigé vers un restaurant qui faisait également office de casino pour essayer la nourriture là-bas. Akari a tenté d'utiliser la capacité de prédiction de l'écureuil pour le jeu, mais Anna a expliqué que les prédictions étaient instinctives plutôt qu'un pouvoir contrôlable, décevant Akari. Soudain, un membre du personnel du casino nommé Zin s'est approché, déclarant que les mineurs n'étaient pas autorisés à l'intérieur. Cependant, le propriétaire du casino est intervenu, expliquant qu'il leur avait accordé l'entrée et les avait informés. Zin, quelqu'un était là pour le voir. Après avoir quitté le casino, Anna et Akari sont allés prendre une collation, tandis que Deji et TP se sont dirigés au port pour chercher des ennemis. Au port, Amorok découvre Deji de manière inattendue et exprime sa surprise face à leur rencontre. Amorok a ensuite révélé qu'il était celui qui avait tué le père de Deji. Deji a immédiatement esquivé les tirs d'Amorok et a dégainé son arme, mais Amorok s'est enfui. Lorsque TP est revenu et a entendu ce qui s'était passé, il a conseillé à Deji de tirer en premier la prochaine fois. Amorok s'est regroupé avec Malcolm et l'a informé de la présence de Deji, soupçonnant que le groupe avait compris son plan. Amorok trouvait la situation plus amusante de cette façon. Ce soir-là, de retour au navire, le commandant a confirmé que la prédiction d'Anna était exacte. Cependant, Anna a crédité l'écureuil, niant sa propre contribution. Le commandant a également révélé que la cible recherchée par Amorok et Malkin était un jeune de 17 ans. Deji ressentit un sentiment de familiarité à l'évocation de cet âge. Pendant ce temps, au casino, le propriétaire a escorté Zin pour rencontrer le véritable cerveau derrière l'établissement. Le véritable propriétaire a révélé que Zin possédait un pouvoir lui permettant de faire tourner la bille de la roulette, la terre précisément où il se concentrait. Même si Zin ne comprenait pas pleinement sa capacité, elle fonctionnait de manière constante. Le propriétaire a cherché à exploiter ce pouvoir pour tirer profit du casino, promettant à Zin un luxueux la vie en retour. Cependant, Zin a trouvé ce style de vie différent de son ancienne passion pour la photographie. Amorok et Malkin sont ensuite arrivés, battant rapidement le propriétaire du casino. Zin l'embrassa pour réveiller ses souvenirs, lui faisant prendre conscience de ses pouvoirs et de l'excitation qui l'attendait. Il a été amené jusqu'à leur machine pour activer un robot, qui s'est avéré être un modèle plus petit. Le groupe de Deji a été immédiatement déployé. Deji a piloté un petit robot pour affronter Zin. Zin, confiant dans son nouveau pouvoir, déclara que rien n'était hors de sa portée. Les deux hommes ont commencé à échanger des coups de feu, mais Deji a eu du mal à être précis et s'est retiré pour échapper. Les coups de Zin. Akari a piraté le système robotique de Zin et l'a identifié comme le garçon du casino. Elle a également découvert que le robot de Zin transférerait son énergie à une forme géante dans l'espace. En un peu plus d'une minute, réalisant que leur système était compromis, Amorok et Malkin ont averti Zin, mais il a ignoré. Eux ont généré un amplificateur d'impulsion électromagnétique. Cette onde électromagnétique a désactivé tous les appareils électroniques dans un large rayon. Zin a tenté de tirer sur Deji immédiatement, mais de manière inattendue, Deji a utilisé son arme pour réactiver son robot et a riposté sur Zin. Les deux balles se sont effleurées, Deji a esquivé avec succès, tandis que le robot de Zin était frappé directement le noyau énergétique, le faisant exploser. Zin a ensuite pris la fuite. Peu de temps après, l'électricité a été rétablie dans toute la zone. Akari a noté qu'ils ont évité de justesse le désastre, car il ne restait que 8 secondes avant. L'ennemi pourrait se transformer. Pendant ce temps, TP se sentait de plus en plus inutile, croyant qu'il était le seul de l'équipe n'avait pas contribué. Zin s'est ensuite regroupé avec Amorok et Malkin. Amorok a attribué sa perte au piratage de son système, promettant d'éliminer le pirate informatique. D'abord, Zin a cependant admis que le monde allait devenir beaucoup plus passionnant à partir de maintenant. Quelques jours plus tard, l'équipe de Deji est arrivée dans une autre ville pour chercher le prochain équipement mondial. Peter a analysé le robot de Zin lors de la bataille précédente et a découvert que son cockpit contenait
Un compartiment abritant à la fois le pilote et l'énergie utilisée pour faire fonctionner le robot. Cette énergie était du même type que celle que les armes de leur équipe étaient capables de cibler. Lorsque le compartiment énergétique a été inséré dans un robot à petite échelle, la transformation énergétique. Le processus a pris 4 minutes. Par conséquent, s'il pouvait détruire le compartiment énergétique en 4 minutes, il pourrait empêcher le robot spatial de s'activer. Cette information cruciale est, une fois de plus, le fruit des efforts d'Akari. Être félicité si souvent laissait Akari extrêmement fier. Cependant, son succès avait également attiré l'attention d'Amorok et de Malkin, qu'il avait identifié, et a commencé à la cibler. Ce soir-là, l'équipe de DJ est sortie dîner. TP a prédit que l'ennemi apparaîtrait à nouveau dans cette ville, mais les abattre dans les 4 minutes constituait un défi de taille. Il était frustré qu'une autre bataille soit sur le point d'avoir lieu dans une ville aussi peuplée. Après avoir terminé son repas, Akari a décidé de se promener et d'acheter un nouvel ordinateur portable puisque l'ancien avait été détruit par l'onde électromagnétique lors de la rencontre précédente. TP lui a proposé de l'accompagner pour la protéger, mais Akari a insisté sur le fait qu'elle pouvait prendre soin d'elle-même, et l'a exhorté à se concentrer sur la mission de l'équipe visant à localiser les engrenages du monde. Cela a encore renforcé le sentiment d'inadéquation de TP. Pendant ce temps, l'histoire présente Acea, une idole célèbre. Cependant, Acea s'est lassée d'être une idole après avoir lu un article exposant son passé dans un orphelinat et son manque d'éducation formelle. Elle craignait que ses fans ne lui tournent le dos, la laissant à nouveau isolée. Son manager l'a rassurée en lui faisant remarquer que si les gens ne l'aimaient pas, il n'y aurait toujours pas de problème. Soyez des fans qui assisteront à ces spectacles. Ailleurs, Akari a été approchée par Zin. Elle lui jeta rapidement son sac de course et s'enfuit. Juste au moment où elle pensait s'être échappée, Amorok l'a interceptée. Il s'est jeté sur elle et l'a assommée avec un sédatif avant de l'emmener. Dans le même temps, le manager d'Aka a informé les organisateurs de l'événement qu'elle encourageait. Acea, croyant en son talent. Cependant, Malkin s'est approché d'Acea dans les toilettes et a effectué le rituel pour réveiller ses souvenirs. Acea reprit rapidement conscience, libérant la puissance d'un engrenage mondial. De retour à là-bas, l'équipe de déchets est revenue et l'assistant du commandant a demandé s'il savait où était Akari. Le groupe a répondu qu'Akari était allé faire du shopping, ce que l'assistant a trouvé étrange, se demandant pourquoi quelqu'un éteindrait son téléphone pendant qu'il fait du shopping. TP, se sentant coupable, regretta de ne pas avoir insisté pour accompagner Akari pour sa protection. Pendant ce temps, Akari reprit connaissance, endurant les railleries de Malkin. Malkin lui a demandé de pirater les systèmes de leur organisation et de les faire tomber. Amorok a tiré un coup de semonce pour faire pression sur Akari et le contraindre à se conformer. De retour à là-bas, l'assistant a noté l'absence inexpliquée d'Akari alors que les opérations commençaient. Le temps approchait. Elle soupçonnait Akari de se relâcher, mais Anna la défendit, croyant qu'Akari ne le ferait jamais. Agir de manière irresponsable. Déchet se préparait à déployer son robot, tandis que TP devenait de plus en plus méfiant quant à quelque chose était arrivé à Akari. Peu de temps après, Aka a activé son robot, apparaissant au sommet d'un gratte-ciel. Déchet a rapidement reçu le rapport et a demandé la permission d'engager le combat. L'assistant a d'abord nié, invoquant la distance jusqu'à l'endroit et la présence de l'ennemi. Un style de combat basé sur l'artillerie, ce qui désavantagerait Déchet. Cependant, Déchet a insisté, préférant faire face aux désavantages plutôt que de laisser l'ennemi d'attaquer une zone peuplée, malgré les risques qu'il courait dans la bataille. TP a accepté et a activé le système pour lancer Déchet dans la bataille. La rampe de lancement a été rapidement mise en place et Déchet a été expulsé du wagon. Réalisant qu'il n'atteindrait pas précisément la cible, Déchet a tiré une explosion d'énergie avec son arme pour se propulser plus loin. Il a ensuite sorti son arme et a continué à voler vers l'avant tout en tirant sur Aka. Cependant, la puissance de feu d'Aka était supérieure et le robot de Déchet a été abattu. Aka ne l'a pas poursuivi, car son équipe n'avait besoin que de se transformer en robot spatial pour sécuriser. Victoire. Pendant ce temps, Akari avait été contraint de s'assurer que Déchet ne pourrait pas se lancer dans l'espace s'il l'ennemi a réussi sa transformation. Déchet a décidé de prendre un risque désespéré. Il a sorti son arme restante et s'est envolé directement pour attaquer. Aka a rapidement désactivé une autre arme de Déchet et détruit l'un des bras de son robot. Sans se laisser décourager, Déchet a ouvert son cockpit et a tiré manuellement avec son arme personnelle sur Aka. Elle a levé son bouclier pour bloquer, mais Déchet a augmenté la puissance de son tir, avec succès, détruire la tête du robot d'Aka et empêcher sa transformation. Il a évité de justesse de tomber du gratte-ciel, alors qu'il ne restait que 3 secondes au chronomètre. Vaincu, Aka a décidé de retourner à sa carrière inactive et de continuer à se produire pour ses fans. Pendant ce temps, Amorok a forcé Akari à saboter la base du héros en la faisant exploser entièrement. Déchet a reçu un rapport indiquant que son système de lancement avait été désactivé à 90%, ce qui était probablement
c'est ce qu'Akari fait. L'équipe a conclu qu'Akari avait été capturé, ce qui a accru le regret de TP de ne pas l'avoir accompagné. Elle plutôt. À ce moment-là, Akari a décidé de prendre position. Elle a déclaré qu'elle n'obéirait plus à Amorok ni à Malcolm. Au lieu de cela, elle a menacé de lancer toutes les armes nucléaires sur Terre pour anéantir l'humanité. Elle ne se souciait pas de savoir si l'humanité était effacée, car, comme TP l'a expliqué plus tard, le but du monde était de récolter l'énergie des humains. Si l'humanité était détruite, il faudrait des millions, voire des milliards d'années pour que les humains, pour évoluer à nouveau et fournir de l'énergie. Malcolm a embrassé Akari, confirmant qu'elle était sérieuse dans son plan. Amorok n'avait pas d'autre choix que de la laisser partir. Akari a déclaré que les envahisseurs extraterrestres comme eux ne vaincraient jamais l'humanité. Quelques jours plus tard, le groupe est arrivé à leur prochaine destination, où Anna et l'écureuil a prédit qu'un autre événement mondial de recrutement d'équipements aurait lieu. Le commandant a demandé à tout le monde d'agir avec prudence cette fois-ci, car l'enlèvement d'Akari, au cours de la mission précédente, cela avait été une affaire sérieuse. Alors qu'Akari minimisait l'incident, le commandant, agissant comme un parent inquiet, a vu les choses différemment. TP a exprimé son pessimisme croissant quant à son incapacité à contribuer à l'équipe. Le commandant adjoint a conseillé à TP de reconnaître ses propres forces et capacités. Elle lui a demandé d'effectuer un test de puissance l'impliquant lui et son arme. S'il réussissait, la force globale de l'équipe s'améliorerait. Encouragé par les paroles de Déchet, TP se sentit un peu plus confiant. Pendant ce temps, un nouvel utilisateur potentiel d'équipement mondial a été présenté à une fille nommée Rin, qui avait un passion pour la vitesse. Rin, une fille de course, était admirée par de nombreux garçons de course qui spéculaient qu'elle pourrait être la fille d'une famille riche à qui on a donné sa moto haut de gamme. L'histoire a révélé que la source de financement de Rin provenait de son ami proche Mal, un chercheur, qui a soutenu la passion de Rin pour la course. Rin s'est approché de Mal pour lui demander des améliorations pour sa moto. Pendant ce temps, Déchet et Anna étaient dehors ensemble lorsque le bracelet de Déchet s'est accroché au bracelet d'Anna. Chemi. Alors que Déchet essayait de le démêler, la proximité le rendit un peu troublé, mais il réussit à libérer avant que la situation ne dégénère davantage. Akari se sentit coupable de ce qu'elle avait dit à TP, réalisant qu'il avait pris ses paroles à son compte. Son utilité trop au sérieux. Cependant, Déchet a vu une lueur d'espoir, reconnaissant le fort désir de TP de contribuer à elle. Équipe. Le récit a ensuite révélé la raison pour laquelle Mal finançait les efforts de course de Rin. Elle avait besoin de Rin pour un projet expérimental. Au cours d'une de leurs expériences, Malkin et Amorok sont apparus de manière inattendue. Amorok s'est approché d'un Rin réveillé, tandis que Mal a été choqué de constater que l'activité cérébrale de Rin avait considérablement augmenté, changé par rapport à quelques instants plus tôt. Mal a réalisé qui était Amorok et son groupe, mais avant qu'elle ne puisse agir, les trois se sont affrontés, avec les chercheurs et à gauche. Peu de temps après, le trio d'engrenages mondiaux rencontra Déchet. Amorok avait l'intention de s'occuper de Déchet immédiatement, mais Rin voulait jouer avec lui, alors Amorok laisse-la s'en occuper. Rin a rencontré Déchet dans un aquarium, où ils ont discuté du concept de la mort. Rin a soutenu que la mortalité de l'humanité prouvait qu'ils étaient des êtres imparfaits, tandis que Déchet a rétorqué que l'incapacité de mourir montrait que des êtres comme les engrenages n'étaient pas vraiment humains. Leur débat s'est intensifié jusqu'à ce que Rin sorte son arme, incitant Déchet à esquiver et à fuir. Rin le poursuivit mais fut déjoué lorsque Déchet l'encercla et pointa son arme. Déchet a tenté de la désarmer, mais Rin l'a repoussé et s'est échappé. Rin est retourné auprès d'Amorok et Malkin, entrant dans sa machine de combat pour se venger de Déchet. Pour leur rencontre précédente, son signal fut rapidement détecté et Déchet réalisa qu'elle serait son prochain adversaire. L'assistant l'avertit d'être prudent, car il avait déjà rencontré l'ennemi. Comme la bataille allait se dérouler sous l'eau, Déchet a plongé dans l'eau pour engager Rin. Rin, équipée d'une machine spécialisée pour le combat sous-marin, se déplaçait à une vitesse incroyable. Elle a attaqué sans relâche, endommageant gravement le robot de Déchet. À court de temps, Déchet a permis à Rin de l'attraper, profitant de l'occasion pour frapper la tête de sa machine. Cependant, avant qu'il ne puisse le détruire, le temps s'est écoulé et Rin est monté dans l'espace pour initier sa transformation. À ce moment-là, TP a demandé la permission de lancer en utilisant un dispositif expérimental en cours de développement. Le commandant a d'abord refusé, invoquant les risques élevés liés à l'utilisation d'un système non testé. Cependant, Peter approuva la demande de TP, estimant que seul TP pouvait renverser la situation. TP a fait valoir que, puisque Déchet avait permis à l'ennemi de s'échapper, c'était sa responsabilité. Pour les reconquérir, en soulignant le devoir de l'équipe de se soutenir mutuellement. Le commandant a laissé la décision à Déchet, qui, en tant que chef d'équipe, a permis à TP de se déployer. Des préparatifs ont été faits pour le lancement et le processus de combinaison de TP. TP a été lancé dans l'espace, passant par 3 stations spatiales pour achever la fusion. Processus.
Après avoir ignoré les procédures techniques, le nouveau robot de Teppei a été révélé avec une conception similaire à celui de Déchet, mais peint en bleu et équipé d'un canon sur son bras gauche pour les tirs à longue portée. Attaque. Malgré cela, la vitesse de Rin lui a permis d'esquiver facilement les attaques et de se rapprocher de Teppei. Elle a ensuite créé plusieurs portails multidimensionnels pour lancer des attaques sous différents angles. Entourée par les portails, Teppei ferma les yeux, s'appuyant sur la perception du flux d'énergie plutôt que sur la perception de la réalité. Que devoir poursuivre la vitesse de Rin. Une salve de balles a été tirée sur Teppei, mais il les a esquivées avec succès et a chargé à travers le bon portail, entrant en collision directe avec le robot de Rin. Temporairement vaincu, Rin se retira vers Amorok et Malkin. Elle les informa de l'existence d'un autre ennemi redoutable. Pendant ce temps, Déchet était étonné par les nouvelles capacités de Teppei. Simultanément, Mao, le chercheur, reprit connaissance et rentra chez lui. Là, une jeune fille nommée Setsuna l'attendait. Setsuna, comme Anna, avait un compagnon écureuil. 10 ans plus tôt, Mao et un groupe de chercheurs ont découvert le potentiel de Setsuna. Sa voix chantée pouvait générer une énergie identique à celle produite par les armes utilisées par le groupe de Déchet. Quelques jours plus tard, Teppei rejoint l'équipe de Déchet. Déchet s'est demandé où se trouvait l'assistance, ce qui a incité Akari à suggérer qu'il devrait arrêter. Compter trop sur elle. En réfléchissant à ses défauts, Déchet a reconnu que c'était sa faute d'avoir laissé l'ennemi s'échapper. En guise de reconnaissance pour la récente performance de Teppei, Déchet lui a offert un collier. Teppei a noté qu'il ne restait que 2 ennemis avant que leur mission ne soit terminée. Pendant ce temps, l'assistance s'est rendue dans un bar pour rencontrer le propriétaire, qui était un détective. Il y a 10 ans, elle est venue ici pour recueillir des informations et voulait savoir pourquoi il avait abandonné sa carrière de détective. Cependant, il ne voulait pas partager, alors elle a posé des questions sur l'incident impliquant Macbeth. Société il y a 10 ans. À cette époque, la Macbeth Corporation développait un type d'arme mobile avec une silhouette mi-humaine, interface de mi-machine. Le point culminant de leurs expériences a été la création de 6 enfants par manipulation génétique illégale. Quelqu'un a finalement dénoncé la société, ce qui a conduit les autorités à découvrir et emmener les 6 enfants. Les responsables du projet ont été rapidement arrêtés. Simultanément, dans la banlieue de Tokyo, des gens ont mystérieusement commencé à tomber dans le coma. Nuit et je n'ai pas réussi à me réveiller pendant plusieurs jours. Beaucoup pensaient que cela était dû aux expériences menées par la Macbeth Corporation. Au milieu du chaos, le président actuel a saisi l'occasion de prendre le pouvoir en renversant l'ancien président de l'époque. L'ancien président a été retrouvé mort plus tard, et la police a conclu qu'il s'agissait d'une S. L'assistant était là pour demander à l'ancien détective ce qui était arrivé aux 6 enfants qui ont été emmenés par les autorités. Il n'avait aucune information à leur sujet, car tous les dossiers avaient été détruits et ses supérieurs l'avaient empêché d'accéder à d'autres informations sur les enfants. Déterminé, il a mené sa propre enquête sur leur localisation, mais a finalement été découvert et renvoyé. La raison pour laquelle il recherchait les enfants était qu'il soupçonnait que ses supérieurs cachaient quelque chose, car il ne croyait pas que les enfants avaient été libérés ou que leurs informations avaient été correctement sécurisées. L'assistant est ensuite parti, réalisant que le détective n'avait pas d'informations plus utiles, bien que il soupçonnait qu'elle savait quelque chose sur les 6 enfants. Il a rappelé que chacun des 6 enfants portait un numéro compris entre 3 et 8, ce qui signifie que les numéros 1 et 2 pourraient exister ailleurs. Il soupçonnait que davantage d'enfants auraient pu être soumis à des expériences illégales pour créer armes avancées. Entre-temps, le président actuel a rappelé les circonstances entourant le départ de l'ancien président. Suicide présumé. Pour sa mort, l'ancien président l'avait appelé, affirmant qu'il avait été victime d'un coup monté. Cependant, les enquêtes n'ont trouvé aucune preuve concrète impliquant qui que ce soit, ce qui a conduit le président actuel de soupçonner que l'IA de l'entreprise était impliquée. L'IA a cependant insisté sur le fait qu'elle ne faisait que remplir le but pour lequel elle avait été créée. Ailleurs, Anna et Akari ont rencontré de manière inattendue Setsuna à la piscine. Akari fut surpris de voir que Setsuna avait un écureuil identique à celui d'Anna et se demanda si l'écureuil pouvait parler. Pour les gens ordinaires, la réponse évidente serait non. Au même moment, Mao et son assistant préparaient une machine pour une expérience. Setsuna est revenue peu de temps après, exprimant sa joie d'être autorisée à explorer l'extérieur, le centre de recherche, ce qu'elle n'avait pas pu faire auparavant. Mao a ensuite demandé à Setsuna de s'asseoir sur la machine pour un contrôle. Pendant ce temps, Deichei et Teppei sont arrivés au centre de recherche de Mao après avoir appris son lien à la Macbeth Corporation. De façon inattendue, ils rencontrèrent Amorok et Malkin, qui ouvrirent immédiatement le feu, forçant Deichei et Teppei se mettent à couvert derrière un arbre. Teppei était perplexe quant au moment où les deux s'étaient réveillés au point qu'ils pouvaient méticuleusement planifier de telles opérations. Un flashback a révélé que Malkin et Amorok s'étaient déjà embrassés pour tester leur capacité télépathique. Plus tard,
Le président actuel de la Macbeth Corporation les a adoptés tous les deux et les a soumis à expérience de transformation. Au cours de ce processus, ils ont retrouvé la mémoire. Teppei a expliqué que, même si un rouage mondial ne s'était pas complètement réveillé, embrasser quelqu'un pouvait toujours leur permettre d'accéder à des pouvoirs télépathiques et de lire dans les pensées. Pendant ce temps, Mao a révélé qu'elle avait l'intention de transférer sa conscience dans un autre corps, ciblant Setsuna en raison de son immortalité en tant que rouage mondial. Si Mao pouvait exploiter les pouvoirs de Setsuna, elle réaliserait son rêve de vie éternelle. Cependant, Setsuna a lu les intentions de Mao et s'est enfui. Mao a essayé de la poursuivre mais a été immédiatement abattu par son propre subordonné. Pendant ce temps, Amorok et Malkin se sont retournés pour tendre une embuscade à Daichi par derrière, mais Teppei, il a utilisé son arme pour tirer un coup de feu qui a créé un bouclier protecteur pour Daichi. Les deux furent surpris de voir Teppei brandir une arme semblable à celle de Daichi, les forçant se retirer. Ils sont ensuite allés chercher Setsuna, pour découvrir que l'endroit avait été vidé, et Setsuna n'était plus là. À ce moment-là, l'assistant de Mao a appelé son supérieur pour lui signaler que le transfert de la mine, l'appareil avait été pris. Nous sommes ensuite présentés à Kumiko, la fille d'un chef Yakuza. Quand elle était enfant, son père l'a emmenée sur un marché aux esclaves et lui a dit de choisir un subordonné. Kumiko était clairement mécontente de la profession terrifiante de son père, mais a finalement choisi un enfant assis recroquevillé dans un coin de la cellule. Dans le présent, le groupe de Daichi est arrivé à un nouvel endroit. Ils ont discuté de la façon dont, même si aucun robot n'avait été activé lors du dernier incident, l'apparition d'Amorok et de Malkin suggérait que l'un des deux rouages mondiaux restants pourrait être à proximité, même s'il semblait que les deux ne l'avaient pas encore trouvé. L'écureuil de Hana a mentionné que ce voyage serait différent des précédents. Daichi, déjà endormi, fut soudainement embrassé par Hana à la suggestion d'Akari, qui pensait cela l'aiderait à mieux dormir. Innocemment, Hana l'embrassa avant de retourner dans son lit. La scène se déplace dans une arène souterraine où un champion nommé Baku est engagé dans un match contre un adversaire plus grand. Malgré la différence de taille, Baku a conservé son titre de champion avec un seul coup de poing. Il est révélé que Baku est l'enfant que Kumiko a acheté au marché aux esclaves il y a des années. Kumiko estime que Baku n'a plus besoin de continuer à se battre, mais respecte le commandement de son père, pour le garder impliqué. Baku a également demandé à Kumiko de garder ses distances, invoquant ses fiançailles, mais elle l'a ignoré. Un autre individu est ensuite arrivé pour escorter Kumiko jusqu'à son père, qui voulait la rencontrer. De retour avec le groupe de Daichi, ils mangeaient comme d'habitude lorsqu'ils sont tombés sur un mariage en cours. En regardant les mariés s'embrasser, Akari et Teppei se sont demandé si Daichi s'était déjà embrassé quelqu'un avant. Daichi a admis qu'il ne l'avait pas fait, ce qui a conduit les deux à soupçonner qu'Hana aurait pu voler le premier baiser de Daichi la nuit précédente. L'assistant a ensuite contacté le groupe pour les informer d'une activité clandestine illégale. Tournoi de combat en ville. Akari s'est porté volontaire avec enthousiasme pour enquêter, et le groupe est rapidement arrivé à l'arène, seulement être arrêté par la sécurité. Daichi a présenté une invitation, mais la sécurité a affirmé que les mineurs n'étaient pas autorisés. Akari a résolu le problème en soudoyant les gardes avec une liasse de billets, et le groupe a pu entrer. À l'intérieur, ils ont assisté au prochain combat de Baku. Cette fois, son adversaire brandissait un couteau, ce qui était autorisé par le règlement. L'attaquant a lancé une série de frappes incessantes, mais Baku l'a désarmé en ciblant son poignet, puis a délivré un puissant uppercut pour assurer la victoire. Amorok, intrigué par le match, décide d'entrer dans l'arène pour défier Baku. Le groupe de Daichi a été surpris de voir Amorok arriver si tôt. Daichi a empêché Teppei de sortir son arme, lui rappelant de ne pas se battre dans un endroit aussi bondé. De façon inattendue, le patron du casino de la précédente rencontre de Zin était également présent et j'avais toujours de la rancune contre Amorok. Amorok a commencé le combat en écrasant Baku, le forçant à se mettre en position défensive. Cependant, Baku a réussi à attraper Amorok et à le plaquer au sol. Amorok s'est rapidement échappé, enfermant Baku dans une prise d'étranglement tout en essayant de réveiller les souvenirs de Baku. Baku a résisté, s'est libéré et a provoqué des secousses qui ont secoué l'arène. Les lumières s'éteignirent et Amorok et Malkin disparurent de la scène. Amorok fut plus tard poursuivi par le patron du casino et ses hommes. Zin est intervenu, avertissant le patron de partir s'il tenait à sa vie. Lorsque le patron a refusé, Zin a fait percer un tuyau métallique dans le cœur du patron avant partir avec Amorok. Pendant ce temps, Malkin affronta Baku et tenta de réveiller ses souvenirs, mais Baku riposta et s'est échappé en sautant d'un pont. De façon inattendue, le patron du casino, présumé mort, est revenu à la vie avec sa blessure complètement guérie. Il réalisa qu'il était immortel et ne sembla pas déstabilisé par cette révélation. À ce moment-là, Akari enquêtait sur l'arène souterraine et découvrit accidentellement un incident lié à cela. Le lendemain matin, le groupe World Gear a amené la machine de Baku dans la région, déterminé
Pour résoudre le problème, Zin examinait également les informations et se demandait pourquoi le meurtre du casino, le coup qu'il avait commis la nuit précédente, n'avait pas été rapporté dans les médias. Le groupe de Dechet, quant à lui, a demandé à leur assistant s'il y avait eu un tremblement de terre la veille nuit. Cependant, il n'y avait aucune trace d'un tel événement, ce qui suggère que le tremblement a été causé par la puissance du World Gear. Ailleurs, Kumiko a rencontré Baku et a révélé qu'elle avait fait des cauchemars récemment. Elle a avoué qu'elle méprisait son père, qui traitait les gens comme des outils, et que son enfant, le trafic d'êtres humains, était son pire cauchemar, même si elle se sentait indigne de juger son père, car elle avait choisi Baku sur le marché aux esclaves. Baku ne lui en voulait pas, affirmant qu'elle lui avait donné un endroit où appartenir. Le patron du casino, qui était également le fiancé de Kumiko, méprisait la proximité de Baku avec Kumiko. Elle a ensuite demandé à Baku d'exécuter le tour de magie qu'il avait fait auparavant. Dans le passé, Baku avait utilisé sa capacité à restaurer une photographie déchirée de la mère de Kumiko, et cette fois, il l'a reproduit avec des cartes à jouer. Kumiko a réalisé que la magie de Baku était en fait sa capacité unique. Pendant ce temps, Dechet et TP s'entraînaient au tir. TP a bien performé, tandis que Dechet a eu du mal avec les armes à feu standard, mais a excellé dans les armes réelles. Situation de combat. Leur assistant a suggéré à Dechet d'essayer d'utiliser son pistolet à énergie. Étonnamment, ses performances se sont considérablement améliorées. Interrogé sur la différence, Dechet a expliqué que le pistolet à énergie ressemblait à une extension de son corps, aussi naturel à utiliser que de bouger son bras. Peu de temps après, l'assistant a reçu un message d'Akari, indiquant qu'une autre machine était prévue pour être activée ce soir-là. La machine de TP était toujours en cours de transport, donc le groupe avait compté sur Dechet. Le patron du casino, quant à lui, a demandé à l'arbitre de préparer un match de grande finale pour Baku, visant pour maximiser les profits avant de l'éliminer. Ce soir-là, Dechet et TP retournèrent dans l'arène souterraine. Dechet est allé aux toilettes et a rencontré Baku. Le reconnaissant, Dechet lui a demandé s'il avait peur de combat. Baku a répondu que sa seule crainte était de ne pas réussir à protéger ceux qui lui sont chers. Baku entra alors dans l'arène et affronta un adversaire armé de 2 épées en bois. Il brisa rapidement les épées et mit l'adversaire KO d'un seul coup de poing. Après le match, Baku est retourné dans sa chambre, où il a rencontré le patron du casino et ses hommes de main. Avant que le boss ne puisse attaquer, ils entendirent Kumiko crier. Baku neutralisa les 2 hommes et se précipita pour retrouver Kumiko. Le groupe de Yamurok avait capturé Kumiko et avait ordonné à Baku de rester sur place. Malkin s'est approché et a réveillé les souvenirs de Baku tandis que Zin libérait Kumiko. À ce moment-là, le patron du casino est arrivé et a tiré sur Baku, mais Kumiko est intervenu pour le protéger. Lui, Zin, choqué, se demandait comment le patron était encore en vie. Kumiko, comprenant maintenant la vérité, réalisa que ses soupçons étaient fondés. Akari a informé le groupe qu'il y a un an, une explosion s'est produite sur un yacht avec tout le corps de Kumiko. Famille à bord. Étrangement, personne n'est morte dans l'incident. Kumiko a révélé que la survie de toutes les personnes impliquées, elle-même incluse, était due à la capacité de Baku. Un an auparavant, Kumiko avait apporté une bombe sur le yacht, dans l'intention de détruire sa famille, et l'empire cruel de son père. Cependant, Baku a utilisé son pouvoir pour inverser l'événement, rendant impossible à quiconque impliqué dans l'explosion pour mourir. Kumiko, tourmentée par ce cauchemar prolongé, supplia qu'on la libère. Baku, bien que réticent, a finalement libéré tout le monde de son pouvoir. Amorak a fait remarquer que tout ce à quoi Baku s'était accroché n'était rien d'autre qu'une illusion. Baku a maintenant décidé de rejoindre les autres engrenages mondiaux pour consommer entièrement ce monde. Baku monta ensuite dans son robot et entra sur le champ de bataille, Dechi étant rapidement lancé dans l'arène. Dechi s'est rendu à Baku, tandis que le groupe Amorak était là pour commenter le match. Dechi a sorti son arme, mais Baku l'a rapidement repoussé et s'est préparé à frapper avec un coup de poing. Cependant, Dechi a réussi à esquiver et a rapidement réalisé le style de combat de Baku. Malgré les attaques incessantes de Baku, Dechi a remarqué que Baku manquait de véritable combat. Esprit. Incapable d'esquiver pour toujours, Dechi a décidé de se précipiter sur Baku et de lui asséner un coup de poing direct. La tête du robot pour terminer le match. Par la suite, Dechi est revenu dans le groupe et TP a découvert qui était le nouveau réveillé. L'équipement était. Cependant, Dechi avait le sentiment que Baku semblait se battre en quête de mort. Baku, avec les autres, avait quitté la ville à laquelle il avait consacré sa vie. Quelques jours plus tard, alors qu'ils arrivaient à un nouvel endroit, Akari a suggéré au groupe de prendre des vacances, car Anna avait prévu qu'il n'y aurait pas d'événements importants pour les prochaines 3 jours, leur permettant de se détendre sans souci. Akari a poussé Dechi à être d'accord avec elle, et leur assistant, n'ayant pas d'autre choix, a permis le groupe de faire la pause comme Akari le souhaitait. Pendant ce temps, les machines d'Amrock et de Malkin avaient été réparées. Le président, frustré par les retards dans le plan de l'œil, n'était pas sûr que le problème soit résolu.
Cela concernait le plan lui-même ou si les deux ne coopéraient tout simplement pas. Il ressentait le besoin de les contrôler d'une manière ou d'une autre. Le groupe de Dechi a loué 4 chambres dans un hôtel pour leurs vacances. Akari a demandé à Dechi de garder son sang-froid pendant leur séjour. Dechi ne comprenait pas pourquoi jusqu'à ce qu'il entre dans sa chambre et réalise qu'Anna était voisin. En entrant, il a découvert que sa chambre était reliée à celle de Anna. Anna est ensuite allée prendre une douche, et Dechi a eu du mal à se contrôler pour éviter de traverser toutes les limites. Akari était amusé par la situation, tandis que TP ne savait pas quoi faire pendant la pause. Plus tard, Anna a dit à Dechi qu'elle se coucherait tôt. Dechi jeta un œil dans sa chambre et vit qu'elle dormait profondément, alors il éteignit les lumières, et je suis allé me coucher aussi. Au milieu de la nuit, Dechi s'est réveillé et a trouvé Anna assise à côté de son lit, en pleurs. Il s'est approché pour vérifier si c'était vraiment Anna ou juste une illusion, mais elle a soudainement couru en arrière, dans sa chambre. Le lendemain matin, Anna était joyeuse comme d'habitude et Akari a demandé si Dechi avait fait quelque chose. La nuit précédente, Dechi a insisté sur le fait qu'il s'était contrôlé, soupçonnant qu'Anna pourrait ne pas l'aimer, mais Akari ne l'a pas fait. Croile. Elle est ensuite allée éloigner Anna de l'attention de certains garçons sur la plage. Cependant, TP ne pensait pas que Anna n'aimait pas Dechi. Comme il l'avait remarqué, chaque fois que Dechi allait au lit, Anna lui déposait un baiser sur la joue. Akari a ensuite demandé à Anna si elle aimait la glace, et entre la glace et Dechi, qui elle préférait. Anna a immédiatement choisi Dechi, ce qui a permis à Akari de s'assurer qu'Anna ne le détestait pas. Pendant ce temps, le président a convoqué Amorok et Malkin, leur demandant pourquoi ils avaient utilisé la machine. De même et l'ont endommagée, consommant également de grandes quantités de la précieuse énergie de l'entreprise. Ils ont tous deux expliqué qu'ils s'étaient entraînés pour améliorer leurs compétences, mais le président le leur a interdit, les empêcher d'utiliser la machine sans sa permission. Frustrés, ils sont allés voir l'IA, lui demandant de lancer un satellite de la société Macbeth sur le siège de la faction opposée. Cela éliminerait non seulement les ennemis sur leur chemin, mais causerait également des problèmes au président. Pendant ce temps, Akari a remarqué qu'elle essayait de créer des opportunités pour Anna et Dechi, pour se rapprocher, mais ils agissaient toujours comme des enfants. 2P a suggéré que Anna pourrait également avoir une capacité télépathique comme les World Gears, ce qui signifie, à chaque fois qu'elle embrassait Dechi pendant qu'il dormait, elle voyait peut-être quelque chose. Cette nuit-là, Anna pleura à nouveau à côté du lit de Dechi. Dechi s'est réveillé, a demandé si quelque chose n'allait pas et, si possible, a exprimé le désir d'embrasser Anna. Cependant, Anna a refusé, craignant que Dechi la déteste s'il apprenait sa vraie nature. Soudain, leur assistant a convoqué le groupe pour une réunion urgente. Dans le même temps, le président a été choqué d'apprendre que son satellite était sur le point de s'écraser. Sur Terre, à moins de 10 minutes de l'impact, tout le monde fut profondément préoccupé en apprenant qu'un satellite ressemblant à un météore était sur le point d'exploser, de s'écraser sur leur base. Même s'il parvenait à détruire le satellite, les dommages causés à la base resteraient inchangés. Anna a décidé d'agir. Elle a couru vers la plage, a pointé le ciel et a tiré un rayon lumineux directement sur la chute. Satellite. Le satellite avait été complètement incinéré par le faisceau lumineux de Anna et Amorok s'était rendu compte que leur princesse avait commencé à agir. TP savait que l'attaque venait de Anna. Dechi voulait aller vers elle, mais elle lui a demandé de ne pas s'approcher et s'est enfuie. Le lendemain matin, de nombreuses personnes avaient vu le faisceau lumineux de la nuit précédente et pensaient, c'était une étoile filante ou peut-être un pilier solaire. Cependant, maintenant qu'Anna avait disparu, le groupe avait du mal à agir. Akari croyait que si Anna sentait les mouvements de l'ennemi, elle les contacterait certainement. L'organisation était confrontée à un problème en raison d'une pénurie d'énergie, et Amorok et Malkin rencontraient le même problème. Les deux devaient trouver Setsuna. Cet après-midi-là, il n'y avait toujours aucune nouvelle d'Anna. Elle avait désactivé son signal de suivi et le groupe craignait qu'elle soit en danger. Cependant, chercher aveuglément ne servirait à rien. Pendant ce temps, Anna errait sans but lorsqu'elle rencontra par hasard Setsuna, qui vendait des tableaux pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Les deux se sont assis pour discuter et ont découvert qu'ils partageaient une peur commune d'être entourés d'autres personnes, sachant à quel point il peut être terrifiant de comprendre les véritables pensées de quelqu'un. Anna, cependant, voulait vraiment être avec Dechi, mais elle avait peur qu'il la déteste s'il. J'ai découvert qui elle était vraiment. Soudain, ils aperçurent Amorok et Malkin à proximité. Les deux ont couru et se sont cachés dans une ruelle. Anna a remis son écureuil à Setsuna pour l'aider à s'échapper, mais Amorok les a repérés. L'écureuil mordit l'oreille d'Amorok et Setsuna courut pour aider Anna à s'échapper. Pendant ce temps, le président avait commencé à soupçonner l'IA, et les deux engrenages complotaient secrètement contre lui. L'IA a été exposée et est devenue hostile, libérant du gaz pour l'endormir. Il a révélé que son interrupteur de commande n'avait aucun effet sur celui-ci. L'IA l'a ensuite fait asseoir sur une chaise et a commencé sa transformation. À ce moment-là,
Anna a ouvert son signal et a appelé le groupe, les informant qu'Amorok et Malkin la poursuivaient. Dechi courut immédiatement devant, suivi de près par TP et Akari. Anna croyait qu'Amorok la poursuivait, alors elle laissa Setsuna s'échapper pendant qu'elle restait derrière pour attirer leur attention. Elle a couru vers la plage, mais n'a trouvé personne qui la poursuivait. Au lieu de cela, elle a rencontré Dechi. Pendant ce temps, Amorok et Malkin avaient acculé Setsuna et étaient sur le point de la réveiller. Dechi a embrassé Anna, déclarant officiellement ses sentiments pour elle. Amorok a également embrassé Setsuna, la réveillant. Amorok et Malkin s'agenouillèrent tous deux devant Setsuna et lui révélèrent qui était vraiment Anna. Setsuna a décidé d'accueillir le groupe de Dechi avec son propre robot. Dechi, ayant accepté le vrai moi d'Anna, lui a demandé de ne plus s'enfuir. Par la suite, les robots d'Amorok et de Malkin sont arrivés pour attaquer, forçant TP et Dechi à rester derrière et se battre. Les deux hommes dégainèrent leurs armes et se préparèrent au combat. L'assistant était également prêt à lancer 2 robots pour les aider. Anna a alors saisi l'opportunité de capturer Anna. Dès que TP et Dechi sont montés à bord de leur robot, ils ont été bombardés de coups de feu et incapables. Pour se défendre, Anna, furieux, a invoqué son propre pistolet pour la première fois et a riposté en tirant sur les 2 robots. Malkin a essayé d'esquiver, mais ses balles se sont dirigées vers lui et leurs dégâts ont été dévastateurs. Amorok, incapable de s'échapper, fut gravement endommagé. Quelques jours plus tard, Dechi fut amené à rencontrer le commandant et Pierre. Alors qu'Amorok et Malkin ont été convoqués par le président, il était inhabituellement indulgent avec eux, ce qui leur parut étrange à tous les deux. Ils sont allés se renseigner auprès de l'IA, qui leur a simplement expliqué qu'elle avait changé le président. Personnalité utilisant des messages subconscients. Cela l'avait amené à tomber amoureux de sa secrétaire pour détourner son attention du travail et réduire son stress. Cela ne dérangeait pas Amorok tant que cela n'interférait pas avec leur plan. Cependant, ils ont découvert plus tard que l'IA avait transféré une partie d'elle-même dans le cerveau du président. Esprit. Son objectif était de manipuler à la fois l'entreprise et les rouages du monde. Les engrenages du monde étaient désormais entièrement rassemblés en un seul endroit. Baku était curieux de savoir où se trouvait TP, et il a été révélé que TP avait officiellement partir et devenir humain. Il était désormais capable d'utiliser une arme à feu, un pouvoir qui s'opposait au leur. Leur plan initial était qu'Anna tire avec le pistolet et leur fournisse de l'énergie. Mais maintenant, Anna avait changé de camp et pouvait utiliser le pouvoir dont ils avaient besoin. Comme il ne restait qu'un seul tube d'énergie, ACA décida d'accepter l'attaque. De retour de l'autre côté, Anna rendit visite à Dechi et TP. Elle a demandé si Dechi avait été appelé plus tôt dans la matinée. Il a expliqué que la blessure de l'écureuil les avait empêchés de prédire où se déroulait la bataille se produirait, mais le fait qu'Anna puisse désormais utiliser ses capacités était un grand pas en avant. Alors que davantage de forces ciblaient Anna, ils décidèrent de lancer une nouvelle campagne. Pour que Anna puisse expliquer davantage, Akari revint de sa visite au temple. Anna était intriguée par le temple, alors Dechi a promis de l'emmener au festival une fois la mission était accomplie. Concernant la mission, Dechi a révélé que l'organisation avait prévu de cibler le vaisseau mère du monde est en train de se déplacer sur Pluton, et il devait garder les engrenages ici pour empêcher de fournir des renforts. Les engrenages avaient choisi un emplacement secret pour permettre à ACA de s'activer. Comme personne n'intervenait, en 4 minutes, ACA était devenu un robot dans l'espace. Un rapport rapide a été envoyé et Dechi et TP se sont précipités vers la salle de commandement. Cependant, les 2 robots des 2 garçons ont été endommagés et incapables de voler, alors le commandant a envoyé Anna au combat. Elle avait suivi une formation et Dechi souhaitait seulement qu'elle revienne saine et sauve. Anna est arrivée à la station spatiale et a commencé à se transformer. Elle a créé un robot rouge. Dès qu'ils se sont rencontrés, Anna a été frappée par une balle. Elle a retrouvé son calme et a esquivé les coups suivants. La salle de commandement a commencé à soupçonner que la capacité de prédiction pourrait être celle d'Anna, bien que, elle croyait que cela venait de l'écureuil. Anna a riposté, mais ACA a créé un bouclier qui a absorbé les balles d'Anna et a riposté. Anna a à peine réussi à esquiver et à éviter de subir tous les dégâts. ACA l'a alors piégé et a drainé son énergie. Alors que tout le monde s'inquiétait, une vague d'interférence a perturbé le signal, provoquant la perte du flux visuel du centre de commandement et les 2 robots deviennent sombres. Anna, cependant, pouvait toujours sentir l'énergie d'ACA et charger vers elle. ACA a tiré sauvagement, mais Anna a esquivé et a riposté, détruisant le robot d'ACA. Lorsque le signal est revenu, tout le monde a soupiré de soulagement, sachant qu'Anna avait gagné. Cette nuit-là, le commandant a contacté le gouverneur et lui a annoncé que la campagne aurait lieu dans 10 jours. Pendant ce temps, les hauts fonctionnaires du département de surveillance ne croyaient pas à le plan du commandant réussirait, alors ils ont décidé d'agir sur un plan alternatif pour sauver l'humanité de l'extinction. Le lendemain, un inspecteur du service de surveillance est arrivé. Le commandant était au courant de cela et a accueilli l'inspecteur. Sachant que la cible de l'inspecteur était Anna, il la garda sur la station spatiale pour le moment.
Anna a passé du temps avec les deux femmes de l'équipage, qui ont demandé si TP avait une petite amie. Le nouvel inspecteur a contacté le siège pour signaler que Anna n'était pas présente. Pendant ce temps, les engrenages avaient préparé 2 tubes d'énergie, et l'organisation a reçu un rapport, que les engrenages venaient juste de récolter de l'énergie. Ils ont immédiatement appelé le groupe de Daichi à l'action. Akari a remis en question les bagues qu'elle et TP portaient à tour de rôle, et TP a expliqué que c'était une partie d'un jeu entre eux. Lorsqu'ils sont arrivés à la salle de commandement, l'inspecteur a montré de la méfiance envers le groupe, les rejetant comme des enfants inaptes à une mission d'une telle envergure mondiale. Pendant ce temps, les engrenages devaient choisir 2 personnes, et comme d'autres étaient partis, seul Amorok, Malkin et Zin a dû décider. Malkin a été choisi et les 2 garçons ont lancé une pièce pour choisir l'autre. Cette fois, c'est Zin qui a été choisi pour la mission. Une fois le signal reçu, l'organisation a immédiatement envoyé Daichi et TP au combat. Tous deux sont montés à bord de leur robot et se sont lancés dans l'espace à bord de fusées. Au lieu de voir une seule transformation, cette fois, ils ont été témoins de 2. Avant de rencontrer l'ennemi, l'inspecteur a envoyé 3 drones pour combattre. Les 3 drones se déplaçaient incroyablement vite et de manière erratique, causant d'importantes difficultés à Zin. Cependant, la capacité de Malkin à tromper les machines lui a permis de prendre facilement le contrôle de tous. 3 drones. Akari a tenté de pirater le système et d'avertir Daichi d'être prudent. Les 2 hommes ont d'abord été contraints de battre en retraite sous le feu nourri des drones. Ils décidèrent de rester proches les uns des autres et déclenchèrent une salve de coups de feu, détruisant accidentellement un drone. Akari a réussi à pirater les 2 drones restants, les transformant en puissance de feu supplémentaire pour affronter les 2 engrenages. Alors que les engrenages se chargeaient vers l'avant, Akari a utilisé le système de Daichi pour émettre une onde qui a désactivé les 2 vitesses temporairement. Saisissant l'opportunité, Daichi et TP ont essayé de détruire leur noyau cubique. Bien qu'ils aient réussi à détruire les robots, les noyaux sont restés intacts et sont retournés à leur emplacement d'origine. TP a théorisé que les noyaux ne pouvaient être détruits que par la volonté de leurs utilisateurs. À son retour, Amorok remarqua l'ingéniosité croissante d'Akari, concluant que leur prochaine attaque nécessiterait toute leur force. Daichi a interrogé Akari sur l'onde qu'elle avait émise plus tôt et elle a révélé qu'elle c'était une nouvelle technique qu'elle avait développée. Le groupe est resté sur la station spatiale, le gouverneur ayant décidé de retarder leur retour sur Terre jusqu'au lendemain. Les 2 femmes membres de l'équipage, voyant une opportunité avec TP présent, ont tenté de l'approcher. Le gouverneur a expliqué que ramener Anna sur Terre serait risqué, c'est pourquoi le commandant avait envoyé les 2 garçons pour la protéger. Le commandant voulait que le gouverneur commence à tester Daichi pour se préparer à la phase suivante du plan. Daichi a suivi une formation pour augmenter sa portée de tir. Il devait atteindre une distance minimale de 2 unités pour la mission, mais sa distance maximale, l'autonomie pendant l'entraînement n'était que de 1,8 unités. Il est intéressant de noter que lors d'un combat réel, il a réussi à dépasser 2 unités, bien que l'incohérence a nécessité une pratique supplémentaire pour garantir la fiabilité. Après le travail, les 2 membres de l'équipage se sont approchés de TP à la piscine pour lui demander s'il aimait quelqu'un, tandis que Anna a été convoquée par le gouverneur. Pendant ce temps, Daichi rencontra un homme plus âgé dans le hangar du navire. Anna se demandait pourquoi elle avait été appelée, et le gouverneur expliqua qu'Akari n'avait jamais j'avais une amie avant parce qu'elle ne s'était jamais ouverte à personne. Anna était la première personne qu'Akari avait appelée une amie. La gouverneure, étant la mère d'Akari, a admis qu'elle n'avait jamais passé beaucoup de temps avec elle, fille, ce qui a amené Akari à se sentir comme si elle n'avait pas besoin d'elle. Cependant, Anna croyait qu'Akari ne ressentait pas vraiment cela. Anna elle-même n'avait pas de vraie famille, mais elle avait 3 amis qui l'ont aidé à comprendre la sentiment d'appartenance. En voyant le gouverneur, Anna imagina qu'avoir une famille devait être merveilleux. Elle a serré le gouverneur dans ses bras pour comprendre ce que cela faisait d'avoir une mère. Pendant ce temps, Daichi a appris de l'homme dans le hangar que le navire était toujours en développement, et pourrait servir de dernier espoir à l'humanité si la Terre était détruite. L'homme a révélé qu'il était Manat, membre de l'équipe de développement du navire, et a reconnu Daichi en tant que porteur d'armes choisi. Il demanda une poignée de main, que Daichi accepta à contre-cœur. Le lendemain matin, le trio est parti pour la Terre. TP a été invité à une future réunion par les 2 membres féminins de l'équipage, tandis que le gouverneur a confié à Anna la tâche de prendre soin d'Akari à sa place. Daichi réfléchit à la poignée de main et se sentit indigne du titre de héros que tout le monde qui lui est attribué. Manat, cependant, pensait le contraire, estimant que Daichi avait simplement de la chance d'avoir été choisi par le pistolet et prédisant que Daichi réaliserait bientôt sa vraie nature. Soudain, TP a remarqué que leur trajectoire de vol avait été modifiée et le trio a été redirigé en Australie. Il soupçonnait que cela était dû à des infiltrés ciblant Anna à bord de la station spatiale. Le trio a atterri en toute sécurité en Australie. Sans connexion avec le centre de commandement,
ils ont décidé d'activer leur robot et chercher refuge dans une base locale. Pendant ce temps, Amorok et Malkin se sont approchés de l'IA, se demandant pourquoi ils ne pouvaient pas utiliser le pistolet. L'IA a expliqué qu'elle ne connaissait pas la raison exacte, mais a émis l'hypothèse que l'arme était une entité vivante incompatible avec les engrenages. Amorok et Malkin ont également partagé des potins avec l'IA sur les récents scandales du président, révélant qu'il avait été infidèle et qu'il avait ensuite été largué par sa secrétaire. De retour sur Terre, l'écureuil s'inquiétait pour la sécurité d'Anna, ce qui inquiétait Incurie, qu'il aurait pu lui arriver quelque chose. Pendant ce temps, le groupe de TP se reposait et mangeait à la base australienne. TP a reçu une boîte à lunch magnifiquement préparée de la part des deux filles, qui avaient l'air bien plus attrayant par rapport au repas de Daichi. C'était la première fois que Daichi se rendait à l'étranger, même si cela s'est produit dans des circonstances malheureuses. Anna lui a posé des questions sur ses parents, et Daichi a révélé que tous deux étaient décédés, ou du moins, la mort de son père a été présumée, car elle n'a jamais été confirmée. Soudain, les trois hommes furent découverts par des avions ennemis. Ils retournèrent rapidement à leur robot et les avions exigèrent leur reddition. TP en a immédiatement abattu un, le reconnaissant comme un drone sans pilote appartenant à leur propre organisation, probablement dirigée par ceux qui ciblent Anna de l'intérieur. TP a déclaré qu'il ne laisserait personne faire du mal à Anna et a exhorté Daichi à être décisif quand prendre des décisions. Le trio a tenté de s'échapper, mais est tombé d'une falaise, où ils ont été encerclés par deux brigades, des chars. Les chars n'ont ciblé que TP et Daichi, évitant clairement l'emplacement de Anna, impliquant l'ennemi, savait dans quel véhicule elle se trouvait. TP et Daichi ont riposté, mais TP a subi une blessure et a perdu une jambe de robot. TP a insisté pour que Daichi emmène Anna en sécurité, car leur mission était de la protéger. Cependant, Daichi hésitait, voulant prouver qu'il était un véritable héros. Il a ensuite tiré deux puissants faisceaux, tournant pour balayer la zone. Sa puissance d'attaque a atteint un étonnant 5,8 unités, laissant TP impressionné. Les deux robots encore fonctionnels ont décidé de transporter TP vers une base en Australie pour une durée temporaire. Abri, une mesure anticipée par Manet et ceux qui ciblent Anna. Akari a soudainement réussi à les contacter, les avertissant de ne pas se diriger vers l'Australie. Car les surveillants avaient trop de pouvoir incontrôlé, ce qui mettait Anna à un niveau important. Risque, le groupe a décidé de se diriger vers une autre base plutôt qu'une base sans système défensif, mais avec un bateau qu'ils pourraient utiliser pour retourner au Japon. Cependant, cela signifiait qu'ils seraient la cible de l'artillerie anti-aérienne. Akari leur a assuré qu'elle pouvait gérer la situation, ayant déjà piraté le système de l'organisation. Système entier. Le commandant a remarqué qu'Anna avait considérablement changé, souriant plus qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, et attribué cette transformation à Daichi. Le groupe s'est infiltré dans la base, a volé le vaisseau et s'est échappé sans résistance, comme un. Akari avait provoqué une panne de courant dans le système de l'organisation pendant 1 heure. Cependant, les surveillants avaient préparé une contre-mesure, en déployant un vaisseau spatial à grande vitesse équipé, avec des machines de combat avancées. Même si le groupe de Daichi atteignait l'espace aérien japonais, il n'était pas clair si leurs poursuivants respecteraient les frontières territoriales. Le surveillant qui avait précédemment visité la base a fait rapport à ses supérieurs, reconnaissant que le groupe de Daichi et son organisation ont réalisé un travail admirable. Elle a toutefois souligné que la capture de Anna était une priorité absolue. Cependant, même s'il obtenait Anna, il restait incertain si elle se plierait à leurs exigences. Il a été révélé que Anna avait déjà été emprisonnée à bord d'un vaisseau spatial, où Daichi et TP l'a rencontrée pour la première fois. Elle faisait partie du navire lui-même, mais craignait d'y retourner. Personne ne savait pourquoi seul TP avait pu la sortir du navire. Cette nuit-là, le vaisseau spatial du surveillant a rattrapé le groupe de Daichi et a lancé une attaque. Bien que leur navire ait résisté, il est resté vulnérable. Anna se rappela pourquoi elle avait utilisé l'arme. Cependant, elle doutait de ses capacités et s'était retirée dans l'obscurité. Puis, elle vit une lumière et chercha la personne qui l'avait créée, Daichi. Pourtant, elle sentait que c'était Daichi qui l'avait trouvée. Déterminée à rembourser la lumière de Daichi, Anna a décidé d'agir et de se diriger vers le robot, avec Daichi choisissant de l'accompagner. Anna et le commandant avaient élaboré un plan inconnu d'Akari et de TP. Elle et Daichi ont riposté, forçant le vaisseau ennemi à se transformer. Il a abattu Anna et capturé leur vaisseau, dans l'intention d'éliminer TP et Daichi. Sous l'eau, Anna a déclenché un tir puissant, endommageant le navire ennemi. Elle a ensuite émergé dans son vaisseau spatial, celui-là même où TP et Daichi l'avaient trouvé. Tirant un autre coup dévastateur, elle détruisit le navire ennemi, qui tenta mais échoua, de riposter avec la même force. Après avoir prévenu Anna que retourner au vaisseau la rendrait incapable de s'échapper par ses propres moyens, seul Daichi pouvait l'extraire. Si quelque chose arrivait à Daichi, elle resterait piégée. Anna a accepté cela, déclarant que si Daichi était parti, elle ne voudrait pas quitter le navire de toute façon. Daichi récupéra ensuite Anna,
la faisant sortir avec succès du vaisseau une fois de plus. Les deux partirent et TP fut soulagé qu'ils soient tous les deux sains et saufs, même s'ils ne pouvaient plus entrer ce navire. Pendant ce temps, les deux commandants supérieurs de l'organisation ont mis le pied sur ce navire pour la première fois, ce qui signifiait que l'organisation suivait le plan proposé par le gouverneur. Et le commandant, sérieusement, le gouverneur a décidé de laisser Daichi parler. Daichi a expliqué que leurs 3 robots seraient amenés dans le vaisseau mère de Hana pour une mission, pour se rendre à Pluton, où le vaisseau mère de l'engin mondial était en cours de maintenance. Une fois sur place, ils utiliseraient les robots pour détruire le corps d'alimentation du vaisseau mère. Les deux commandants voulaient que Daichi confirme qu'il pouvait constamment générer suffisamment puissance de feu pour détruire à nouveau le corps de puissance. Cependant, comme Daichi ne pouvait pas en être certain, les commandants ne pouvaient pas finaliser leur décision. Pendant ce temps, la faction de surveillance ne voulait pas que le camp de Daichi devienne incontrôlable, et a envoyé quelqu'un nommé Point qui s'est avéré être l'homme portant des lunettes que Daichi avait, une fois fracassé à la tête lors d'une mission. Point a infiltré un navire touristique se dirigeant vers la station spatiale, où Hana et le gouverneur attendait car Akari était également à bord. À son arrivée à la gare, Point a scanné sa rétinée, grâce à des images spécialement conçues. Lentilles de contact, il a évité d'être détecté. Étonnamment, un autre individu inattendu, Eka, est également apparu. Comme Eka était une idole, tout le monde pensait qu'elle était là simplement pour observer. Cependant, tout ce qu'elle a recueilli au cours de la tournée a été envoyé au président et à l'IA, et elle a apporté une boîte mystérieuse qui faisait partie de la conspiration d'Amorok. Après qu'Eka en ait assez vu, TP et Daichi, qui venaient de terminer leur formation, se dirigèrent vers la piscine, où ils ont rencontré Eka et un groupe de filles. Daichi la salua poliment, tandis que TP plongea simplement dans la piscine. Pendant ce temps, le gouverneur et le commandant avaient une discussion. Le gouverneur s'est dit préoccupé par le fait que le groupe de Daichi était trop jeune pour assumer ses responsabilités. Il prenait en charge. Cependant, le commandant avait confiance en eux. Il a également révélé que son ex-femme voulait adopter Hana après la fin de la mission, car je souhaitais offrir à Hana un endroit où elle pourrait se sentir chez elle. Le gouverneur est resté prudent à propos de TP, compte tenu de ses souvenirs conservés d'être un monde équipement, mais le commandant l'a rassuré en lui disant que TP était un élément crucial de leur équipe. Le gouverneur a alors demandé pourquoi Eka avait été autorisé à les rejoindre à la station. Le commandant a expliqué qu'avoir une idole à bord attirerait l'attention des médias, décourageant les factions d'opposition au sein de l'organisation de prendre des mesures irréfléchies. Pendant ce temps, Eka se dirigea vers la boîte qu'elle avait apportée et l'ouvrit finalement, révélant un cockpit, qui lui a permis de se transformer. Ailleurs, Daichi et Hana ont visité le dernier vaisseau spatial d'espoir pour l'humanité. Le gouverneur a découvert qu'Eka et TP passaient du temps seuls ensemble. TP a déversé toutes ses pensées, partageant ce qu'il ressentait à l'idée de récupérer son équipement mondial. Souvenir et ce que cela signifiait de choisir de rester avec ses amis. Ekahari lui fit un bisou, espérant que cela l'aiderait à trouver sa réponse. Le gouverneur, observant cela, se sentit heureux, pensant que TP pourrait devenir son futur gendre. Et elle ne s'inquiétait plus pour lui. Soudain, le navire a commencé à trembler violemment et une voix a annoncé que le navire a été repris. Ils ont reconnu la voix, c'était la même personne qui avait précédemment tenté de capturer Hana. À ce moment-là, l'homme a pointé une arme sur Daichi, tentant une fois de plus de prendre Hana. TP est arrivé et a pointé son arme sur l'intrus, mais l'homme a révélé qu'il était portant une bombe autour du cou. S'il mourait, le navire entier exploserait. Ekahari soupçonnait qu'il avait placé des explosifs à des points stratégiques et en avait informé le gouverneur, qui a envoyé du personnel pour enquêter sur ces lieux. Dans le chaos, Point a réussi à s'échapper avec Hana. Pendant ce temps, Eka restait calme, attendant le bon moment pour agir, car elle avait ses propres plans. Elle a cherché quelque chose dans l'espace et l'a finalement trouvé. Daichi a signalé au centre de commandement que Hana avait été enlevée. Depuis lors, ils ont reçu une alerte concernant un fragment d'un vaisseau spatial fonçant vert. Eux devraient entrer en collision dans plus de 10 minutes. Ekahari a informé les deux garçons des débris, mais le compagnon écureuil est devenu de plus en plus agité, ce qui les a amenés à soupçonner que quelque chose de plus inquiétant était en jeu. TP a décidé de laisser Daichi se concentrer sur le sauvetage de Hana pendant qu'il prenait un robot pour s'occuper de la débris. Après avoir détruit le premier fragment, ils ont reçu la nouvelle qu'un fragment plus gros était en route. TP a tiré un autre coup de feu, détruisant le deuxième fragment, mais Eka a révélé qu'il y en avait des centaines. Davantage de fragments dans l'espace et elle pouvait jouer avec eux aussi longtemps qu'elle le voulait. Elle a invoqué 35 fragments à la fois, et lorsque TP a essayé de leur tirer dessus, elle les a fait esquiver, et a plutôt ciblé les propulseurs et le système de communication de TP. TP a été touché et les fragments ont continué à se diriger vers la station spatiale. Ekahari a dû appeler Daichi, l'exhortant à donner la priorité à la sécurité du navire, car la destruction signifierait perdre Hana et tout le monde à bord.
Ekahari a ensuite découvert que la source d'énergie se trouvait dans le sac de chargement. À l'extérieur, TP a continué d'essayer d'abattre les fragments, mais leur nombre considérable a submergé. Lui, était frustré que son plan bien élaboré ait été perturbé par l'incident des débris. Daichi entra dans son robot, se préparant à rejoindre le combat, mais le nombre de fragments avait déjà atteint 500. N'ayant pas d'autre choix, Daichi a décidé d'utiliser le pistolet à plasma qu'ils avaient à l'origine, prévu pour être déployé contre le vaisseau mère mondial. Même si elle n'avait pas été testée, c'était leur seule option. Il a déplacé le canon en position, mais s'est retrouvé confronté à un problème critique. TP était à portée de tir. Pendant ce temps, a libéré Anna et l'a renvoyée au vaisseau pour sauver autant de personnes que possible. Daichi était sous une pression immense, mais TP lui faisait confiance pour prendre la bonne décision. Finalement, Daichi a choisi de tirer. L'explosion a détruit tous les fragments et, d'une manière ou d'une autre, TP a survécu. L'équipe de sécurité a localisé le cockpit, ce qui a incité Akari à leur ordonner de détruire l'énergie. Tube d'abord. Son plan étant dévoilé, ACA décide d'abandonner le navire et de revenir. Après son retour, TP a fait remarquer que Daichi était encore faible, affirmant qu'il aurait tiré beaucoup plus tôt dans la même situation. Ils partirent ensuite tous deux à la recherche de Anna, mais et Anna avaient déjà recherché Daichi. A pointé une arme sur la tête de Daichi, remettant en question son processus de réflexion lorsqu'il a tiré. Daichi a expliqué qu'il ne voulait pas perdre ses amis, mais si TP était mort, il était prêt à assumer la culpabilité pour protéger l'humanité. Faisant confiance à Daichi, retira la bombe de son cou et fit promettre à Daichi de le protéger. La Terre, la maison de sa famille. Le lendemain, le groupe a commencé le processus de fusion du dernier espoir de l'humanité avec le vaisseau mère de Anna. Comme c'était la première fois qu'ils essayaient cela, ils n'étaient pas sûrs que cela fonctionnerait, mais TP, son instinct lui disait que oui, alors ils ont continué à avancer. Akari a mentionné un projet lunaire sur lequel les gens travaillaient. Le gouverneur a expliqué que le plan initial était de développer un appareil permettant le contrôle à distance du vaisseau d'Anna si elle ne pouvait pas le quitter, minimisant ainsi les risques pour elle. Cependant, le commandant, qui était prêt à assumer l'entière responsabilité de tout problème, a révélé que l'appareil n'avait que 1% de chance de fonctionner. Voyant que avait échoué, la faction de surveillance a décidé d'intensifier ses efforts. Pendant ce temps, à la Macbeth Corporation, Amrock se préparait à une bataille massive, et la faction World Gear attendait le retour de Baku et Setsuna avec les dernières réserves d'énergie et les cockpits. Ils savaient que leur temps dans ce monde touchait à sa fin, même si Malkin pensait que la Terre ne l'était pas. Un si mauvais endroit après tout. Soudain, le commandant a établi une communication avec la station spatiale et le vaisseau de Anna. Au cours de leur bref échange, quelqu'un a remarqué que la faction d'équipement mondial rassemblait des quantités massives d'énergie, signalant un assaut robotique imminent à grande échelle. Daichi a décidé qu'il était temps pour le groupe de se diriger vers Pluton. Tout le monde les salua, souhaitant leur retour sain et sauf. Anna se rendit au vaisseau mère pour le piloter, déterminée à revenir avec tout le monde et à tenir leurs promesses. Pour profiter du festival ensemble, TP a rendu la bague à Daichi, le reconnaissant comme un véritable leader pour avoir rendu les choses difficiles. Décision de tirer sur lui et sur les débris. Cependant, Daichi voulait que TP tienne sa promesse pour qu'ils reviennent tout sains et saufs. Anna a ensuite activé les armes du vaisseau mère et est partie. Les engrenages mondiaux ont détecté la poussée d'énergie, réalisant que TP avait vraiment abandonné la vie comme un engrenage mondial sans regret. Le groupe de Daichi a rapidement découvert que la faction de surveillance avait envoyé un énorme navire porteur pour arrêter-les. Le porte-avions a lancé plusieurs avions plus petits, similaires à ceux précédents. Daichi a emmené son robot au combat. Le porte-avions a tiré un coup puissant sur le vaisseau mère, forçant TP à utiliser son arme pour créer un bouclier et riposter. Après quelques préparatifs, Anna était enfin prête à initier le saut vers Pluton. Akari a rappelé Daichi, mais il était toujours harcelé par le petit avion. Déterminé à ne pas laisser la faction de surveillance l'arrêter, Daichi a combattu les avions et j'ai essayé de retourner au navire. Cependant, le saut était sur le point d'être initié et Daichi n'était pas encore monté à bord. Anna n'a pas pu arrêter le processus, laissant le groupe espérer que Daichi arriverait à temps. Car, sans lui, Anna resterait coincée dans le vaisseau. Daichi a utilisé son arme pour accélérer, réussissant à s'accrocher au navire juste au moment où le transporteur a préparé un tir puissant. Soudain, tout s'éclaira et Daichi fut transporté au moment où il avait vécu pour la première fois. J'ai commencé les vacances d'été. Il pensait avoir vécu un long rêve, mais les événements ont commencé à se répéter. D'une réunion avec son oncle à un sentiment de déjà-vu, tout semblait étrange, familier. Plus tard, à l'arcade et chez son ami, il fut surpris de constater que ses amis, il y avait Amorok, Malkin et ACA. D'étranges images impliquant Amorok commencèrent à défiler dans son esprit.
Alors que la télévision était sur le point de diffuser des nouvelles sur un arc-en-ciel, Asea l'a éteinte. Sur le chemin du retour, Dechi a presque revu l'arc-en-ciel à la télévision, mais Baku l'a distrait, lui, permettant quelqu'un d'autre pour l'éteindre. À la maison, Dechi se souvenait du festival et sentait qu'il avait une certaine signification pour lui. Il a visité le sanctuaire et a demandé à son oncle s'il pouvait manger de la pastèque, car il n'arrêtait pas de voir des images de cela dans ses souvenirs. Au sanctuaire, il a rencontré par hasard Zin, qui lui a demandé une photo, ce qui a donné lieu à une brève conversation. Dechi a ensuite pris un bus et a rencontré Setsuna, qui lui a confié qu'elle vivait d'une manière qui lui détestait, ce qui pesait lourdement sur elle. Dechi lui a conseillé d'essayer de changer son mode de vie. Sa conversation a été interrompue lorsque l'un a écrasé sa moto contre le bus. À la surprise de Dechi, l'un s'en est sorti indemne. Les deux filles sont parties et Dechi a pris un taxi pour se rendre au sanctuaire. Le conducteur a mentionné des mots-clés tels que déjà vu, rêve, étrange, souvenirs oubliés et plus. Ce qui est important, c'est la façon dont les gens l'appelaient capitaine. Bien qu'il ne sache pas pourquoi, Dechi s'est retrouvé au sanctuaire. Alors qu'il priait, il rencontra l'écureuil d'Anna et se souvint soudain de sa mission de retour, même s'il ne savait pas encore comment. En visitant un stand de tir, il s'est entraîné au tir pour s'habituer à l'arme. Les engrenages du monde sont apparus, essayant de le tenter pour le faire rester dans ce monde, mais il s'en est sorti. Il, considérant son arme comme une extension de lui-même, il a décidé de récupérer la bague partagée avec TP. Dechi revint, s'accrocha au vaisseau et tira un coup de feu qui détruisit le porte-avions. Désormais prêt, le groupe continue son voyage. Le saut les a seulement conduits vers une lune en orbite autour de Jupiter. Prévoyant un autre saut, ils soupçonnaient une interférence de leurs ennemis. Dechi se souvient avoir été manipulé par ses rêves. Soudain, les engrenages mondiaux ont lancé une attaque et TP a identifié Baku comme l'agresseur. TP s'est précipité pour aider et Dechi a engagé Baku, découvrant son pouvoir écrasant. Baku a attaqué avec une force dévastatrice, affirmant que la vie humaine était trop courte et dénuée de sens. Dechi a rétorqué que la vie humaine n'était pas à décider par les rouages du monde. TP est arrivé avec l'arme et a demandé à Dechi de s'écarter, mais Dechi a été frappé au sol. La surface de la Lune est entraînée dans son noyau, complètement maîtrisé. Alors que Baku s'apprêtait à l'achever, TP s'est téléporté devant Baku et a tiré avec son arme, complètement. Détruire le cube de Baku. De retour sur le vaisseau, Akari a supposé que TP avait utilisé une capacité de téléportation similaire à Anna et a théorisé que l'arme pourrait permettre à Dechi de se téléporter s'il apprenait à l'utiliser. Les engrenages mondiaux ont décidé de donner la priorité à l'arrêt du groupe au lieu d'attaquer la Terre, sachant ils ne pouvaient pas quitter le système solaire sans le noyau énergétique du vaisseau. La capacité récemment utilisée du canon à détruire les cubes a donné au groupe l'espoir de vaincre le engrenage du monde. Après un deuxième saut, ils atteignirent le vaisseau mère du World Gear. TP et Dechi sortirent pour se battre, TP utilisant le canon comme bouclier et Dechi lancer des attaques. Le vaisseau mère de Anna a tiré un faisceau massif, perçant le vaisseau principal et permettant au groupe entrer. Ils ont atteint le noyau, mais ont été pris en embuscade par les engrenages du monde qui les attendaient. Amorok était impressionné que le groupe soit arrivé jusqu'ici. Il leur a offert un choix, devenir ami avec les engrenages du monde. Pour prouver sa sincérité, il ressuscita Baku, expliquant que tant que le noyau existait, les cubes pourraient être restaurés si leur corps physique était intact. Il proposait de transformer le groupe et l'humanité en engrenages, à condition qu'ils abandonnent l'arme. Dechi s'est lancé dans le combat, incitant Amorok à déclarer la négociation comme un échec. Akari a tiré avec les armes du vaisseau, mais Acre l'a intercepté et a riposté. Le noyau s'est révélé être l'IA de la Macbeth Corporation, déclarant qu'il éliminerait toute menace. Il a tiré sur Setsuna, mais l'un l'a protégé, se transformant en cube avant d'exploser. L'IA a déclaré qu'elle était fatiguée d'être un outil pour les engrenages du monde et qu'elle ferait désormais, leurs outils. Ils pourraient implanter des cubes dans n'importe quel être vivant, les transformant en bombes dévastatrices. Lorsque Dechi a attaqué, il lui a lancé un cube. Malgré cela, Dechi a réussi à tirer et à faire exploser le noyau. Cependant, l'IA a évolué vers un cube plus grand, révélant que sa force vitale était liée à l'existence des autres cubes. Dechi a attaqué à nouveau, mais cela a généré un bouclier. Dechi a rejoint, seulement pour que l'IA crée une autre barrière. Il se réjouissait qu'Anna ait été scellée à l'intérieur du vaisseau et ne puisse pas s'échapper. Si le vaisseau était détruit, Anna mourrait, car elle en faisait désormais partie. Dechi restait confiant quant à sa capacité à libérer Anna. Ensemble, lui et TP ont tiré sans relâche, mais l'IA a bloqué chaque tir. Il a riposté en ciblant Acre et en utilisant son cube comme arme contre Dechi. TP a créé un bouclier pour les protéger tous les deux. L'IA a ensuite absorbé le vaisseau mère de Anna, éjectant le plus petit vaisseau d'Acre et capturé. Anna, fusionnant avec son corps et utilisant son arme, transformant le vaisseau en un robot massif, il révéla son vrai nom, Robin. Il prétendait qu'il exploiterait l'arme pour créer une énergie infinie. Cependant,
Le pistolet a refusé de tirer, lié par sa règle de rejeter quiconque était un cube. Frustré, Robin décide de tout détruire. TP et Dechi se sont battus vaillamment, mais même avec l'aide des engrenages, ils n'ont pas pu infliger. Dommage important. Setsuna a décidé de sacrifier son cube pour détruire Robin, reconnaissant son arrogance comme similaire. Chez Robin, elle avait acquis une certaine clarté grâce à son humanité passée. Alors que le groupe se préparait à une dernière résistance, Amorok hésita mais choisit finalement de se sacrifier, lui-même pour protéger Malkin. Malkin, à son tour, a protégé Dechi, exprimant qu'elle ne voulait pas lui devoir de l'argent pour l'avoir aidé. Comprendre l'essence de la vie. Setsuna et les autres, poussés par leurs émotions, se joignirent à l'assaut contre Robin, ce qui conduisit à une explosion massive. Le groupe de Dechi a été emporté, mais TP les a protégés. Robin a survécu, bien qu'affaibli. Grâce à sa capacité de téléportation, il s'est enfui vers la Terre. Les alliés de Dechi étaient convaincus qu'il pouvait les suivre, et il avait confiance en lui-même lorsqu'il a appuyé sur la gâchette. Robin est arrivé sur Terre, où les commandants militaires l'ont identifié comme le vaisseau de Hana. Dechi est arrivé peu de temps après et s'est engagé dans le combat. Malgré la perte d'un bras et le fait d'avoir été frappé, Dechi s'est accroché au bras de Robin et a utilisé un canon pour percer la coque, grimper à l'intérieur. Se débarrassant de son plus gros robot, il a utilisé une unité plus petite pour s'infiltrer plus loin. En atteignant le cockpit, il a affronté Robin, qui l'a provoqué. Robin a affirmé que si Dechi détruisait le navire, Hana mourrait, mais s'il servait Robin avec l'arme, il pourrait rester à ses côtés. Dechi rangea l'arme et embrassa Hana, réveillant ses capacités télépathiques pour lui retirer sa conscience. Hana a été libérée du navire, mais Robin a ri, déclarant que même avec la liberté d'Hana, si des robots s'écrasaient sur Terre, cela provoquerait une destruction catastrophique, tuant également Hana. Cependant, Hana s'en fichait car elle savait que Robin disparaîtrait s'il tombait dans l'atmosphère. Elle était prête à mourir avec le vaisseau juste pour protéger la planète et les gens qu'elle aimait. Dechi a décidé de l'aider parce qu'elle lui rappelait beaucoup son père. Les deux ont combiné leurs tirs et ont transpercé Robin, puis ont détruit tout le navire. Robin a décidé de les entraîner tous les deux avec lui, mais Dechi a réussi à regagner le robot. Cependant, Hana a perdu l'emprise et le robot entier a explosé. Tout le monde pensait qu'Hana était partie, mais Dechi l'avait sauvée avec l'aide de la fille aux cheveux verts. Fille qu'il avait autrefois guidée à l'intérieur du vaisseau, les conduisant au canon, et le film se